Donc, je vais commencer, si tout le monde m'entend correctement, par donner quelques informations factuelles sur le CNU, parce que ce sont des éléments que peut-être certaines d'entre vous n'ont pas. Donc, le Conseil national des universités pour la 11e section est composé de 48 membres. Cette taille-là varie en fonction des différentes sections. Il y a des sections avec moins de membres. On fait partie d'une des sections les plus nombreuses. Euh, Dans cette 11e section, on a 2 tiers d'élus et 1 tiers de nommés. Donc ça, c'est une autre donnée dans la composition du CNU que je peux vous donner. On a la moitié des collègues de la section qui sont professeurs des universités et l'autre moitié qui sont maîtresses ou maîtres de conférences. Au CNU, tous les sous-champs disciplinaires sont représentés, donc principalement les 3 grands sous-champs disciplinaires, littérature, civilisation et linguistique, où on décline bien sûr à chaque fois Grande-Bretagne, États-Unis et post-co, mais on a aussi des spécialistes en études visuelles et certaines spécialités un peu plus fines comme études sérielles par exemple. Et puis, on est et la seule, en fait, instance nationale composée de pairs. Donc ça, c'est aussi un point important en termes d'information à vous donner. Donc au CNU, il y a une représentation équilibrée entre les universités parisiennes et les universités de province. Et toutes nos listes, pour ce qui est des élus, étaient paritaires. Donc il y a également une représentation homme-femme qui est équilibrée au CNU. Donc ça, c'est un petit peu la présentation de ce que c'est que cette instance. Le CNU, c'est donc une entité composée de pairs qui sont tous et toutes des anglicistes pour la section 11. Et bien sûr, vous avez, dans le cadre de ce qu'on appelle la CP-CNU, de nombreuses autres sections disciplinaires autres que l'anglistique. Et donc aujourd'hui, on est ensemble dans un second temps pour répondre à toutes les questions que vous auriez sur la qualification, mais je vais commencer. Et puis mon collègue Joël Richard, que je remercie aussi d'être présent aujourd'hui, qui est mon VPB, je vais commencer par vous donner quelques éléments d'information sur la qualification à proprement parler, puis Joël complétera ensuite sur en particulier ce qui a un petit peu déclenché la décision de faire ce webinaire, le passage de Galaxy à Odyssée, suite au constat qu'on a fait l'année dernière de très nombreux dysfonctionnements de l'application, qui, sans vouloir faire paniquer qui que ce soit, nécessitent quand même de rappeler 2, 3 éléments pour éviter des situations qui sont toujours angoissantes dans un processus de qualification. Donc au CNU, en fait, lorsque vous avez déposé votre dossier, on parlera ensuite du dépôt des dossiers, mais une fois que votre dossier est déposé et qu'il est considéré comme recevable par le ministère, c'est le ministère qui décide de la recevabilité des dossiers. Ensuite, le CNU intervient, donc le bureau du CNU, en fait, répartit les demandes de qualification, donc les dossiers de demande de qualification, à raison de 2 rapporteurs ou rapportrices par dossier, qui sont à chaque fois des collègues qui sont spécialistes du champ ou du sous-champ dans lequel le ou la doctorant ou doctorante a soutenu sa thèse. Donc, vos dossiers sont examinés par des spécialistes de littérature anglaise, par exemple, si vous avez soutenu un doctorat en littérature anglaise, en civilisation des pays du Commonwealth, même chose. Donc 2 rapports sur chaque candidature. Puis ensuite, il y a présentation de chacun des rapports et questions posées s'il y a besoin d'avoir des éléments d'information supplémentaires. Mais ensuite, la décision de qualification ou non qualification, elle est prise par l'ensemble de la section. Donc sur la foi des éléments qui ont été précisés dans les rapports. Les rapports, d'ailleurs, sont des rapports qu'il est possible de consulter après coup, après que la décision du CNU a été prise. Et donc, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui a été souligné dans un rapport. En fait, la qualification, elle repose principalement sur 3 aspects. D'abord, le dossier scientifique. Donc ça, c'est principalement la thèse de doctorat, qui d'ailleurs est une pièce obligatoire pour la 11e section. Donc il faut absolument télécharger la thèse sur l'application. Et puis le rapport, bien sûr, de thèse que vous obtenez d'ailleurs en général dans un second temps.
Donc la thèse principalement, mais aussi les communications et ou les articles que vous avez pu publier, s'il y en a, parce que c'est pas non plus une nécessité, hein. Tous les doctorants, doctorantes n'ont pas forcément le loisir ou le temps, la capacité de publier des articles ou peuvent avoir soumis des articles qui ne sont pas encore publiés, hein. C'est absolument pas un prérequis d'avoir publié des articles. Mais bien sûr, s'il y a des articles ou des communications, il faut les signaler. Le deuxième point, c'est le niveau de langue anglaise. Donc ça, c'est aussi bien entendu un point important pour ensuite exercer la profession d'enseignant ou d'enseignante-chercheur ou chercheuse. Donc ça, c'est un niveau dont on peut attester par divers moyens. Il y a bien sûr l'obtention d'un concours de l'enseignement, mais ici encore, c'est une possibilité, c'est pas une nécessité. Vous pouvez être qualifié sans être agrégé, par exemple. Ça peut être une binationalité, si bien sûr vous avez cette binationalité américaine, britannique, australienne, peu importe, ça atteste d'un niveau en langue anglaise. Ça peut être aussi par des longs séjours en pays anglophone. Donc ça, à chaque fois, bien entendu, il faut le spécifier hein, dans votre dossier. Et ça peut enfin éventuellement être par des articles en anglais. Après, ça peut être un, deux ou trois de ces éléments hein, que je viens de citer. Et puis le troisième point qui est important, c'est l'expérience qui a déjà été acquise hein, par les doctorants et les doctorantes. Donc expérience, ça veut dire expérience dans l'enseignement. Donc si vous avez déjà dispensé des cours parce que vous aviez un statut qui vous permettait de dispenser des cours, si vous avez enseigné dans le secondaire, enfin c'est généralement l'expérience d'enseignement, c'est si possible plutôt dans le supérieur, mais une expérience d'enseignement dans le secondaire, il faut aussi la mentionner. L'expérience, c'est aussi l'expérience en recherche. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la participation à des événements scientifiques, donc participer à un colloque, par exemple, hein, ou l'animation de la recherche. On voit souvent aussi passer des demandes de qualification de doctorants et de doctorantes qui, par exemple, ont animé des séminaires de doctorants, doctorantes dans leurs universités respectives. Donc ça fait partie de l'animation de la recherche. Et puis, c'est aussi l'expérience en termes de responsabilité, donc responsabilité administrative et collective. Avoir la responsabilité d'un séminaire de doctorant, c'est une responsabilité de recherche. Avoir une responsabilité d'UE, c'est une responsabilité pédagogique, par exemple. Et il peut y avoir certains dossiers dans lesquels il y a aussi eu des responsabilités administratives en amont. Alors, tous ces éléments-là, finalement, vous allez être amené à les faire apparaître hein, dans votre curriculum vitae que vous allez télécharger sur l'application Odyssée. Et c'est là qu'il faut, bon, d'une part, pas oublier de télécharger le CV, bien sûr, mais qu'il ne faut pas oublier de faire apparaître clairement ces différentes rubriques que je viens de mentionner. Donc, dans votre CV, indiquez de façon claire hein, votre formation, c'est-à-dire quel a été votre parcours universitaire, en précisant éventuellement votre sujet de Master 1, votre sujet de Master 2, l'agrégation, si vous l'avez, dans quel sous-champ disciplinaire vous l'avez obtenu, le doctorat, bien sûr, hein, que vous avez fait avec le titre de la thèse, avec le nom du directeur ou de la directrice, et puis les membres du jury. Et puis ensuite, hein, après cette rubrique formation, ne pas hésiter à donner des éléments assez précis sur l'expérience d'enseignement que vous avez pu acquérir au cours de votre doctorat ou avant votre doctorat, hein. Il y a aussi des demandes de qualification, par exemple, de collègues qui ont été prague pendant plusieurs années et qui demandent la qualification après avoir fait un doctorat. Donc, ce sont des collègues qui, bien sûr, ont aussi une expérience d'enseignement à faire valoir. Ensuite, une rubrique recherche. Dans cette rubrique recherche, il ne faudra pas oublier de faire apparaître clairement une liste des communications et des publications classées. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi vous pouvez aussi peut-être parfois, si vous avez une moins bonne connaissance de ce qu'est une liste classée de publications, vous pouvez faire appel, je pense, à des collègues autour de vous, des doctorants, doctorantes qui ont déjà fait des demandes de qualification. Mais en gros, il faut faire apparaître s'il y a un ouvrage monographique, s'il y a des directions d'ouvrages collectifs ou des directions de numéros de revue, et puis ensuite le type d'articles publiés. Est-ce que c'est des articles dans des revues à comité de lecture international? Est-ce que c'est des articles dans des revues de comité de lecture national? Est-ce que c'est des chapitres d'ouvrages? Ou est-ce que c'est des communications non publiées, hein? Ça peut aussi être le cas.
Et puis enfin, une rubrique responsabilité collective dans laquelle vous pouvez distinguer entre responsabilité pédagogique, scientifique et administrative, et où vous soulignez les différentes implications qui ont pu être les vôtres dans différentes instances, quelles qu'elles soient. Donc voilà un petit peu pour présenter, si vous voulez, les éléments qu'on attend dans un dossier de qualification. Et dans un second temps, je voudrais commencer à aborder, puis ensuite je passerai la parole à mon collègue Joël Richard, certaines difficultés qu'on a vues apparaître dans le passage de Galaxy à Odyssée et sur lesquelles on souhaite vraiment attirer votre attention parce que sans vouloir faire paniquer qui que ce soit à nouveau, hein, il y a eu certains cas, l'an dernier en particulier, de dossiers qui ont été classés irrecevables par le ministère. Hein, c'est pas nous qui classons les dossiers irrecevables, c'est le ministère et on n'a pas la main là-dessus du tout. En particulier sur la question de la présence de la langue anglaise dans les rapports. Donc ça, c'est quelque chose contre quoi on se bat depuis plusieurs mandatures. Plusieurs présidents, présidentes avant moi ont déjà signalé qu'on était tous anglicistes et qu'a priori, on pouvait sans difficulté aucune lire des passages en anglais dans un rapport de thèse. Mais le ministère ne veut pas nous entendre et demande à ce qu'il n'y ait absolument aucune partie du rapport de thèse qui soit rédigée en anglais. Donc ça, c'est extrêmement important. Et dans l'application Odyssée, on vous demande explicitement une partie du rapport est-elle rédigée en anglais, oui ou non. Et si vous cochez oui, vous devez dans un second temps télécharger la traduction. Donc j'insiste beaucoup là-dessus parce que on a eu plusieurs cas de figure l'année dernière de candidatures classées recevables. Par exemple, parce que, là en l'occurrence c'était une candidate, avait inséré dans le PDF du rapport de thèse une traduction de la partie en anglais. Donc il y avait la partie du rapport en anglais suivie de sa traduction en français. Et du fait qu'il y avait de l'anglais, même si cet anglais était traduit, le dossier a été classé recevable. Bon, on a pu, en fait, en intervenant auprès du ministère, dans ce cas spécifique-là, faire revenir le ministère en arrière, mais c'est extrêmement difficile de faire revenir le ministère en arrière. Donc soyez vraiment attentives et attentifs à ça. Il ne faut pas qu'il y ait la moindre partie rédigée en anglais dans votre rapport. On a aussi compris d'expériences partagées par des candidats et candidates l'an dernier qu'il fallait absolument éviter d'utiliser la bibliothèque dans Odyssée. En fait, c'est un dispositif. Alors, là encore, je rappelle que nous, on n'a pas accès à comment dire, l'application Odyssée telle que vous y avez accès en tant que candidat et candidate. Nous, on y a accès en tant que membre du CNU. Donc, il y a des éléments dont on ne sait pas exactement s'ils ont évolué ou pas cette année, parce que c'est quelque chose qui a été signalé, le défaut de fonctionnement de cette bibliothèque l'année dernière. Maintenant, est-ce que le ministère l'a rectifié? Ça, j'en suis pas du tout certaine. Donc, il s'agissait en fait d'un espace où vous pouviez télécharger des documents à l'avance, dans l'idée de pouvoir, au moment où vous effectuiez votre candidature sur Odyssée, les récupérer. Or, il s'est avéré que ce dispositif ne fonctionnait pas et que les pièces que vous aviez déposées dans la bibliothèque n'étaient pas récupérables. Donc, je préfère vous mettre en garde contre l'utilisation de cette bibliothèque qui, visiblement, ne fonctionnait pas, en tout cas l'année dernière. L'autre point sur lequel je souhaitais attirer votre attention, parce que là encore, ça a été des exemples de dossiers classés irrecevables l'année dernière, ne surtout pas déposer quoi que ce soit dans la rubrique « Autres éléments ». En fait, il y a eu une candidate l'an passé qui, au moment de déposer son rapport de soutenance et son diplôme, n'a pas pu cliquer, enfin l'onglet rapport de thèse et l'onglet diplôme de doctorat n'étaient plus actifs. Et donc, elle s'est dit, bon, bah, je dépose ces pièces-là dans autres éléments, pensant que de toute façon, ces éléments-là seraient joints au dossier. Or, ça n'a pas été le cas, ou en tout cas, le ministère et la DGRH n'ont pas voulu entendre que ces pièces étaient effectivement dans le dossier, mais pas au bon endroit. Donc, attention à ce type de choses. C'est des exemples, là encore, où l'année dernière, on a essayé d'intervenir auprès du ministère parce que les candidats et candidates concernés nous avaient contactés et on n'a pas obtenu gain de cause. Donc, ces dossiers sont restés classés irrecevables. Et enfin, le conseil qu'on donne toujours, que ce soit pour Odyssée ou pour n'importe quelle procédure, que ce soit pour une candidature sur un poste ou autre, hein, c'est de ne pas s'y prendre à la dernière minute et surtout pas s'y prendre dans l'heure qui précède la clôture du dépôt des dossiers. Parce que généralement, c'est là qu'il y a des embouteillages, c'est là que l'application peut dysfonctionner. Donc, il faut absolument s'y prendre à l'avance, d'autant que avec l'application Odyssée, vous n'avez pas la possibilité que vous aviez précédemment
de sauvegarder votre dossier en cours de constitution. C'est-à-dire qu'avant, vous pouviez, la deuxième page, vous aviez rempli un certain nombre d'éléments, vous pouviez sauvegarder ce que vous aviez déjà déposé, puis reprendre le dépôt de la candidature un peu plus tard. Maintenant, c'est plus le cas. Quand vous commencez le dépôt de la candidature, il faut l'amener à terme. Donc, il faut que vous assurez que vous ne faites pas ça à la dernière minute. Et d'autre part, vous assurez que vous avez toutes les pièces que vous pourrez télécharger dans les bonnes cases. Vous avez compris que le ministère était assez tatillon sur ce type de choses. Donc voilà pour quelques recommandations générales. Et puis, je vais passer la parole à mon collègue Joël Richard qui vous donnera aussi d'autres éléments sur Odyssée. Bonjour. Alors, en fait, voilà, Hélène Machinal, la présidente, a vraiment dit l'essentiel. Je vais juste rajouter vraiment là deux, trois éléments qui me sont venus au fur et à mesure de sa présentation et dans l'ordre de ce que Madame Machinal a indiqué. Donc voilà, l'impression un peu de repartir en arrière, mais bon, la présidente a assez tôt mentionné le fait effectivement que une partie du travail, bien évidemment, des membres du CNU, c'est d'examiner, de lire très attentivement les rapports, hein, voilà, qui sont produits donc par les membres du CNU et qui, en session plénière, donc sont lus par toutes les rapportrices et tous les rapporteurs. Et j'insiste sur le fait que, à partir donc des dossiers que vous allez déposer sur la plateforme, il y a une volonté constante, appliquée vraiment de toutes les rapportrices et tous les rapporteurs d'être le plus constructif possible. C'est pour ça que c'est vraiment important que vous sachiez effectivement que les rapports sont consultables ensuite. J'allais dire, même quand on a eu un avis favorable et qu'on est qualifié, c'est toujours intéressant peut-être de savoir pourquoi, parce qu'effectivement, vous allez soumettre votre dossier à des collègues par définition plus âgés, on va dire, et sans doute donc plus expérimentés. Et donc, c'est toujours bien d'avoir le regard de ces collègues-là, et a fortiori, bien évidemment, si dans un premier temps, vous allez essuyer un refus de qualification. Le but vraiment des rapports dans ce cas-là, c'est d'être le plus constructif possible, de vous donner des conseils, de pointer du doigt ce qui explique donc la décision qui est effectivement une décision collective hein, de la section 11. C'est jamais agréable, hein, bien évidemment, de recevoir un avis de non-qualification, mais il faut se dire que il y a sans doute de bonnes raisons, il y a même sûrement de bonnes raisons dans ce cas-là, et que le rapport sert vraiment à vous permettre l'année suivante de repostuler dans de meilleures conditions. Peut-être en transition sur un deuxième point, j'en ai que trois, hein, ce sera rapide. Le travail des rapportrices et des rapporteurs au CNU, il n'est, j'allais dire, guère facilité effectivement par les interfaces. Alors, Galaxy, l'ancienne interface pour les qualifications Galaxy, qui sert toujours pour les autres procédures hein, d'avancement, de promotion, les demandes de CRCT. Voilà. Mais pour l'instant, effectivement, le ministère n'a basculé sur la nouvelle plateforme Odyssée que la procédure de qualification. Donc, sous l'ancienne procédure, c'était déjà pas forcément très simple, y compris pour les candidates et les candidats, mais aussi donc pour les rapportrices et les rapporteurs. C'est devenu presque un peu plus compliqué, étant donné que quand, du côté d'un rapporteur ou d'une rapportrice du CNU, on ouvre vos dossiers, les informations sont très morcelées sur un nombre considérable de fenêtres hein, qu'il faut cliquer les unes après les autres pour aller. Alors, bien évidemment, c'est toujours dans le même ordre, donc au bout d'un moment, on sait où chercher quoi, mais enfin, on va un peu à la pêche quand même aux différentes informations que nous, on doit faire apparaître dans le rapport final. Et si je dis ça, c'est parce que la pièce curriculum vitae, qui d'une certaine façon reprend un certain nombre d'informations que vous allez déjà être amené à rentrer dans des champs beaucoup plus spécifiques. Voilà, par exemple, hein, il y a un champ où vous allez clairement rentrer le titre de votre thèse, la composition du jury, la date de soutenance. Donc ça, on peut se dire que ce sont des choses qui de toute façon apparaissent déjà dans un certain nombre de fenêtres plus spécifiques, mais il faut vraiment soigner malgré tout la pièce curriculum vitae qui, quand elle est bien faite, en fait, garantit, j'allais dire, à vos rapportrices et rapporteurs un travail efficace et de qualité. Donc, vous avez tout à gagner à faire des CV très bien présentés. J'insiste vraiment, y compris
voilà, des CV espacés, aérés, lisibles, voilà, avec des grands titres. Enfin bon, tout ça peut paraître un peu secondaire quand on se dit que ce qu'on est en train d'évaluer, c'est quand même la qualité scientifique d'une thèse, hein, effectivement. Donc voilà, pourquoi passer beaucoup de temps sur des détails de présentation. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est pas tout à fait des détails parce que les rapportrices et les rapporteurs du CNU, dans les sessions qualification, ont entre 10 et 15 de mémoire rapports à faire. Un rapport, c'est globalement quand même 1 heure et demie, voire 2 heures, quand on veut vraiment, il le faut, lire de près, non seulement bien évidemment toutes les pièces que vous allez joindre, la thèse, dans certains cas on est amené peut-être pas à lire les 500, 300 ou 600 pages de thèse, mais enfin à lire des morceaux conséquents de la thèse. C'est une pièce obligatoire, hein, et si elle est obligatoire, c'est bien parce qu'elle nous sert aussi. Bien évidemment, lire de façon extrêmement attentive le rapport de thèse, il est très long souvent. Et puis lire aussi, quand vous avez pu en fournir, un certain nombre de pièces, d'articles, voilà, de publications. Donc tout ça, c'est très long. Et j'allais dire, le CV, c'est la porte d'entrée dans votre dossier. Donc il faut vraiment soigner ce document. Et Hélène Machinal, la présidente, avait vraiment raison d'insister sur l'architecture. On n'attend pas une architecture très originale, hein, d'un CV, mais disons que si vous pouvez le plus possible construire votre CV en miroir de ce que nous demandons aux rapportrices et aux rapporteurs comme architecture de rapport, j'allais dire, ça facilite effectivement le travail et ça le rend plus efficace. Donc voilà, formation et parcours dans un premier temps, expérience d'enseignement dans un second temps, recherche dans un troisième temps et responsabilité collective dans un quatrième temps. Là, vous avez une architecture très simple, qui est souvent celle des CV académiques, hein, mais qui nous sert vraiment, nous sert énormément. Un troisième point rapidement pour finir, concernant donc effectivement ce serpent de mer de la présence de langues étrangères, en l'occurrence pour nous c'est l'anglais, mais d'une langue étrangère dans un rapport de thèse qui, quelle que soit la discipline, le ministère est intraitable, voilà, doit être en français. La difficulté se présente pour toutes les sections, hein. Les collègues en physique des particules sont extrêmement énervés parce que dans leur jury, très souvent, il y a des collègues anglophones qui font bien évidemment leur rapport en anglais. Et donc, eux aussi, ils doivent faire traduire toutes ces parties-là. Donc, ce n'est pas du tout une spécificité de la section 11. On essaye de monter un peu un collectif, au moins avec les collègues des sections de langue étrangère, pour essayer collectivement de faire pression sur le ministère pour qu'il accepte enfin que des parties en langue étrangère puissent figurer, hein, dans des rapports de thèse en français. Pour ce qui est de la traduction, donc vous devez la fournir séparément, hein, la présidente l'a indiqué. Euh, c'est à vous d'effectuer la traduction ou de la faire faire, voilà, mais elle n'a pas à être authentifiée. Voilà, donc, vous traduisez a priori, si c'est en anglais, vous pouvez sans doute traduire vous-même votre propre partie de rapport, mais j'allais dire, énième aberration. Le ministère est à la fois très rigide et crispé sur cette question-là, mais n'exige pas du tout qu'il s'agisse de traductions authentifiées ou par des traducteurs assermentés. Donc, autant dire que c'est à vous, bien évidemment, de traduire. Autant vous dire aussi, bien évidemment, que nous, quand on lit des rapports de thèse où il y a des parties en anglais, on ne va pas aller chercher la traduction en français. Donc, de toute façon, voilà, là, on est vraiment sur voilà, un impératif au niveau du ministère qui, bien évidemment ne correspond pas du tout à notre pratique de lecture des dossiers. Toute dernière chose, j'avais dit que c'était la dernière, mais toute dernière chose, et puis après on peut enchaîner. On a donc un an d'expérience de la nouvelle plateforme, hein, Odyssée. Voilà, autant dire que toutes les sections ont fait remonter des difficultés, des problèmes, des agacements, des énervements. On a eu une réunion en conférence plénière, donc la CPCNU, la conférence plénière du CNU, où on a eu la possibilité, auprès de collègues de la DGRH du ministère, de faire remonter ces choses-là. On nous a promis un certain nombre d'améliorations, mais on nous avait déjà aussi promis une plateforme qui devait bien fonctionner du premier coup, hein. Donc, je réitère bien évidemment les mises en garde qu'Hélène Machinal, la présidente, a faites. Il n'est pas impossible, effectivement, par exemple, que désormais il soit possible de faire le dépôt de votre dossier en plusieurs temps, ce qui serait quand même beaucoup moins stressant. C'est une demande vraiment qui a été formulée.
Elle a été entendue. Est-ce qu'elle sera mise en place pour la prochaine session? On n'est pas du tout sûr. Donc, par exemple, effectivement, cet aspect-là, qui est quand même là aussi une des grandes. Alors là, pour le coup, c'est vraiment beaucoup moins bien que lors de la précédente application, puisque effectivement, il faut absolument, quand vous commencez à déposer votre dossier, que vous le déposiez intégralement lors de la même session. Voilà. Donc voilà, effectivement, prévoir bien évidemment vos fichiers qui sont tous prêts, la thèse, le rapport de thèse, votre CV, au moins ces trois pièces-là, éventuellement donc les articles que vous voulez déposer, et donc avoir tout ça bien clair sur votre ordinateur et pouvoir les déposer en une seule fois, et surtout ne pas voilà, se dire, bon, ben, finalement, je voudrais relire quand même quelque chose et donc je le déposerai demain. Ça, c'est pas possible. Donc, pour l'instant, ça reste aussi une des difficultés que vous allez sans doute rencontrer lors de votre candidature. Je pense que c'est un peu tout ce que j'ai ajouté. Je suis désolé, en partie c'était des redites, mais voilà. Par contre, juste si je peux rajouter, on pense que c'est important aussi que vous sachiez que si vous avez le moindre doute, si vous n'êtes pas certain, que vous avez pu déposer correctement, votre candidature, hein, il faut pas, il faut pas attendre. Il faut contacter le ministère ou nous contacter. Donc on verra dans un second temps comment on peut, vous partager, les contacts, vers lesquels il faut que vous vous tourniez. Mais il faut immédiatement contacter la DGRH pour signaler le problème ou nous contacter pour signaler le problème et que nous, on voit ensuite avec la DGRH. Mais normalement, la DGRH est censée pouvoir vous aider si vous avez la moindre question ou le moindre doute, en cours de processus de dépôt de candidature. Donc ça, c'est important. Ne vous dites pas: «Oh, c'est pas grave, ça doit être normal» ou, j'ai justement la candidate l'an dernier qui a déposé dans autres éléments, il aurait fallu immédiatement contacter la DGRH pour dire, l'onglet dépôt, du diplôme et l'onglet dépôt du rapport, ne sont pas activables. Comment je fais pour déposer ces pièces? Parce que il ne faut pas prendre l'initiative de procéder différemment. Il vaut mieux contacter tout de suite la DGRH. Voilà. Est-ce que tu veux, Hélène, que je mette tout de suite à l'écran la diapo qui correspond, peut-être? Peut-être oui, Oui, enfin, si ça va, je pense que je pense que je peux le faire. Donc, je pense que vous l'avez sous les yeux. J'espère que vous l'avez bien. Enfin, voilà, bon. Donc effectivement, voilà, on indiquait dans une des présentations qu'on a faites devant la SAES et puis la FEA, donc l'Association française des études américaines, donc faire des captures d'écran le plus possible. Moi, je serais presque d'avis que même si tout va bien, au fur et à mesure des différents écrans que vous allez rencontrer, de faire des captures. Je vois Marine qui opine. Je pense, voilà, ça vous fera toujours un bon souvenir. Hein, vous pourrez le montrer à vos enfants et vos petits-enfants plus tard. Voilà, vos captures d'écran auditées. Et au pire, voilà, vraiment, je pense que on essaye de vous mettre le plus en garde possible. Ça, vous voyez bien l'utilité qu'il peut y avoir d'avoir des pièces à conviction, j'allais dire, le moment venu. Et donc, effectivement, la DGRH, elle est contactable. Euh, donc, soit à son standard, soit peut-être commencer par là pour la section 11. Il y a deux numéros de téléphone que nous vous fournissons. Le premier, donc le 01 55 55 64 45, c'est directement la ligne professionnelle, bien évidemment, de la gestionnaire de la section 11 au niveau de la DGRH. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait utile. On s'est permis de vous donner un autre numéro de téléphone d'un de ses collègues qui ne gère pas spécifiquement la section 11, mais qui gère très bien, excellemment bien d'autres sections. Et si jamais la première collègue ne répond pas, vous pouvez toujours sans doute vous rabattre, mais c'est un peu plus que se rabattre vers cet autre collègue qui nous a toujours, y compris nous, en tant que membre du bureau, voilà, apporté des réponses très précises. Voilà. Et puis donc il y a un mail qui pourrait être beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué sans doute, mais ils n'ont pas trouvé beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué que l'adresse figure déjà à l'écran. Et donc il faut pas se rater. Hein, voilà. Tout est important, les points, les tirés. Et ça, c'est donc l'adresse de contact, effectivement. Dans notre souvenir des retours qu'on avait eus, Hélène, je crois ils sont relativement réactifs, mais effectivement, je pense qu'ils deviennent de moins en moins réactifs au fur et à mesure des derniers jours avant la clôture de la plateforme, où là, sans doute, je pense qu'il y a un peu un afflux massif, parce que là, l'adresse mail qu'on vous donne, c'est la DGRH CNU, hein, c'est pas la 11e section. Donc, vous imaginez
les centaines de candidatures, peut-être même d'ailleurs les milliers sur l'ensemble des 71 sections du CNU, qui arrivent sans doute en embouteillage lors des dernières 48 heures ou 72 heures. Donc, on va peut-être être amené à revenir sur des éléments de calendrier. C'est pas forcément vous qui avez choisi la date à laquelle vous allez soutenir, hein, dans les semaines ou dans les mois à venir, mais c'est sûr que j'allais dire que dès que la soutenance a eu lieu, après il faut obtenir son rapport de thèse, hein, de soutenance, qui n'est pas forcément ce qu'on obtient tout de suite très vite, mais enfin j'allais dire, là c'est aussi la responsabilité de votre directrice ou de votre directeur de thèse de faire en sorte que vous ayez le plus vite possible les pièces. Je crois que tous nos collègues qui dirigent les thèses sont très conscients des difficultés que vous pouvez rencontrer potentiellement. Donc voilà, pour que vraiment, dès que vous avez tout, vous puissiez déposer. Et donc, il y a sûrement des choses que vous pouvez déjà préparer, hein. Typiquement, si vous avez fait déjà des articles qui ont été publiés, ben ça, il faut avoir le fichier, il est propre, il est dans le bon dossier, vous pouvez le trouver. Il est peu probable que votre CV va évoluer beaucoup. Je pense que vous pouvez sans doute déjà indiquer la soutenance de votre thèse dans votre CV, même si elle n'a pas encore eu lieu. Et donc, voilà, j'allais dire, le CV, il est sans doute déjà finalisable très vite. Ça vous évitera de stresser sur cette pièce très importante quand même, hein, au dernier moment. Donc, voilà, arriver en ordre de marche le plus tôt possible à l'ouverture de la plateforme. Merci beaucoup. Donc un grand merci, Madame Machinal, Monsieur Richard, pour toutes ces informations très précieuses. Peut-être avant de prendre les questions, on va laisser la parole à Marine Soubeil, qui elle va nous présenter la procédure de qualification, mais du côté candidat. Merci. Ouais, merci beaucoup Mélanie. Voilà donc je me présente pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis Marine Soubeil, j'ai été recrutée en tant que MCF, cette année, et donc je suis passée par, cette plateforme Odyssée. J'ai soutenu ma thèse juste avant, donc j'ai fait la qualification et dans la foulée la campagne. Donc aujourd'hui, on va parler de la qualification. Et avant de vous montrer, j'ai quelques captures d'écran pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Mais si vous voulez, peut-être c'est quelque chose que j'avais pas spécialement prévu de faire, mais je peux peut-être vous montrer mon CV, académique si vous avez envie? Ouais? Mhm. OK. Donc je vais partager ça. Bon, c'est exactement, cette organisation, hein, que j'avais choisie et pas au hasard parce que je me suis aussi inspirée de CV qui m'avaient été, prêtés par, des collègues qui ont eu la qualification il y a quelques années. Donc c'est comme ça que ça marche. N'hésitez pas à demander, à des collègues autour de vous et en particulier à des jeunes collègues puisque vous savez que ça n'a pas trop changé depuis qu'eux, ils se sont qualifiés. Alors je vais vous montrer ça. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui. Ouais, super. Oui. Voilà, donc bon, moi j'ai choisi de mettre une photo, mais vous n'êtes pas obligés évidemment, vous le savez. Vous avez donc le cursus universitaire avec le doctorat, le master et cetera, l'agrégation effectivement. L'expérience professionnelle, voilà, que j'ai mis par ordre, du plus récent au moins récent et alors j'ai mis le détail des cours dispensés dans l'enseignement supérieur pour bien qu'on voit, ce que j'avais fait, donc les CM ou les TD, mettre en valeur en fait, ce que j'avais envie de mettre en valeur, en particulier pour la section 11. Et par exemple, donc moi je me suis qualifiée, dans 2 sections et c'est vrai que mon CV était un petit peu différent. J'ai mis des choses en avant qui étaient différentes pour une section et pour l'autre. J'ai mis des cours en premier sur celui-là qui étaient différents, voilà, pour la section 11. N'hésitez pas à le faire si c'est votre cas parce qu'en fait, voilà, le but c'est que ça attire l'œil. Ensuite donc il y a le champ de recherche, enfin la recherche avec les champs de recherche, les travaux et les publications qui sont effectivement, classés donc voilà les articles avec, dans une revue internationale avec comité de lecture, les chapitres d'ouvrages et ensuite les comptes rendus. Moi, j'avais un entretien, donc je l'ai mis aussi, si vous faites des entretiens, qui sont publiés ensuite, ça peut être pas mal et même, s'ils ne sont pas publiés. Les communications, l'organisation d'événements scientifiques, donc qui fait partie de ces responsabilités, dont on a parlé. L'expertise aussi, si vous avez fait partie de comités scientifiques, c'est toujours bien de le mentionner. Les bourses, de recherche que vous avez pu avoir, voilà, que vous avez pu obtenir, puisque ça montre que vous allez rechercher aussi des financements, que voilà, vous essayez de faire vivre votre recherche et les associations de recherche auxquelles, vous appartenez et ensuite donc les responsabilités administratives, voilà, donc responsabilités soit pédagogiques, soit administratives au sein de votre université si vous en avez eu, la possibilité bien sûr. Après moi j'avais mis un petit truc divers avec, les centres d'intérêt tout ça, mais ça c'est pas obligatoire. Mais voilà, c'est évidemment, une version, assez réduite par rapport à ce que vous allez devoir faire pour, le recrutement.
le CV analytique qui sera beaucoup plus développé, mais ça fait quand même, voilà, 5 ou 6 pages, donc ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai vraiment passé, des heures et des heures à faire ce CV, donc ne vous y prenez pas au dernier moment effectivement, parce que voilà, vous aurez sûrement, des choses qui vous reviennent au dernier moment, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, et qui sont en fait, enfin, que vous pouvez valoriser. Voilà. Concernant donc, la plateforme Odyssée, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc c'est une seule plateforme pour la qualification et pour la campagne, donc ça, c'est quand même bien pratique, et même quand, vous en serez à l'étape suivante, vous pourrez toujours aller regarder l'onglet de qualification. Donc là, par exemple, j'ai regardé il y a quelques jours, il y a encore quelques traces, et donc j'ai pris des captures d'écran pour vous montrer un peu. Le Je pense que votre premier objectif, c'est de bien vérifier le calendrier, voilà, une fois que vous l'aurez, parce que vous devez, faire une première connexion pour que votre espace soit ouvert, et donc ça, il faut surtout le faire, dès que vous en avez la possibilité, et ensuite sur votre espace, une fois qu'il est ouvert, vous aurez une espèce de petite timeline que je vous montrerai avec, tous les moments importants, et toutes les deadlines, en fait. Donc une fois que vous avez votre espace, ça va devenir un petit peu plus clair. Ça ressemble, alors je vous le montre, ça ressemble à ça. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez? Oui, Ouais. oui. Donc c'est votre tableau de bord. Donc vous avez 3 onglets: accueil, procédure, espace personnel. L'espace personnel, c'est cet espace de stockage, dont vous parlait Hélène, tout à l'heure. Et effectivement, alors, moi j'avoue, j'avais même pas regardé ce qu'il y avait dedans, avant de faire ma qualification, et c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit en le faisant: «Ah mais tu peux mettre tous tes documents, dedans», et donc visiblement, c'est quand même pas vraiment une bonne solution puisque ça avait, posé quelques problèmes. Mais ce que j'ai remarqué du coup a posteriori, c'est que dans votre espace personnel, tout ce que vous avez, téléchargé et uploadé sur, le site Odyssée, y est stocké après. Même si vous n'êtes pas allé dans l'espace personnel, en fait, les documents que vous allez, renseigner dans les différents onglets se retrouvent dans l'espace personnel de toute façon. Voilà. Hem, Moi, ça m'a pas servi à grand chose, mais voilà. Donc vous avez, à gauche, l'onglet qualification et recrutement dans les procédures, et on a une visibilité sur les demandes en cours, donc voilà, les 2 sections que j'ai demandées. Et ce que vous avez aussi, ça va être donc, différentes choses à remplir quand vous allez faire votre demande de qualification. Ça, c'est un exemple, c'est là où vous renseignez donc le titre de votre thèse, la date de soutenance, le diplôme s'il est en cours ou s'il a déjà été obtenu auparavant, et en dessous, donc vous avez cette fameuse partie où vous renseignez, tous les membres de votre jury avec, donc leur grade, avec leur université d'origine, et ça, c'est très long, et donc, quand on sait qu'on ne peut pas enregistrer en cours de route et qu'il faut tout faire au dernier moment, bon, bah, ça veut dire que c'est pas la peine effectivement de le faire 5 fois. Vous avez toutes ces informations sur votre CV, vous avez toutes ces informations de toute façon. Il faut s'y prendre à l'avance, mais il faut le faire tout d'un coup, donc ça, c'est ce qu'on a déjà dit. Heu, Moi, je vous conseillerais quand même d'essayer de le remplir une fois pour voir, même si vous n'enregistrez pas, même si, vous n'avez pas terminé. Parce que comme ça, vous allez jusqu'au bout de la démarche, il y a plusieurs pages. Donc vous pouvez pas voir tout d'un coup, donc voilà. Moi je l'ai rempli, une fois pour, juste pour voir, comment ça se passait et ce qu'il y avait après, et il y a une petite spécificité, je sais pas si c'est, particulier à la section 11 ou si c'est le cas, mais je crois pas, parce que je crois qu'en section 18 c'était pareil. Il y a un endroit où vous devez renseigner les mots clés de la section, pour aider, j'imagine, les rapporteurs et les rapportrices à se répartir les sujets. Et en fait, il y a un onglet avec un menu déroulant, mots-clés de la section où il n'y a rien. Voilà, donc le menu déroulant ne marche pas, et en dessous, vous avez la possibilité de rajouter vous-même vos mots-clés. Et donc en fait, vous pouvez tout à fait le faire, et donc moi, j'ai fait que des mots-clés, maison, voilà, personnels. Mais voilà, pas de panique, je me suis dit: «Oh là là, qu'est-ce qui va se passer si je mets pas les bons mots-clés et cetera? Est-ce que mon dossier va bien aller aux bonnes personnes?» Donc voilà, vous pouvez en parler avec les autres doctorants autour de vous pour voir ce qu'eux, ils ont mis comme mots-clés. Vous pouvez, je pense, passer par là, ou demander conseil, à des titulaires, autour de vous aussi. Mais c'est vraiment pas grave. Voilà, c'est juste que c'est un petit dysfonctionnement, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais j'imagine que non. Hem, donc concernant les pièces, à renseigner, ça sera sur la dernière page, donc je crois qu'il y a 3 pages, ce sera sur la dernière.
Et donc, vous avez effectivement le diplôme ou alors, si vous ne l'avez pas encore, parce que ça, en fait, en général, ça vient après, l'attestation d'obtention du doctorat, ça marche tout à fait et c'est bien marqué d'ailleurs. Donc voilà, l'attestation suffit. Le CV, les 3, potentiellement 3 s'il y en a 3, articles ou chapitres que vous aurez rédigés, et la thèse, donc en pièce complémentaire obligatoire pour la section 11. Et ce que je voulais vous montrer aussi, dernière chose, c'est donc cette espèce de timeline que vous allez voir sur votre page, qui ressemble à ça. Voilà, où donc vous avez, la date de fin de dépôt, du dossier, la date de fin de dépôt des soutenants des pièces justificatives pour tout le monde et nous pour les soutenances tardives parce que donc c'était une année qui était un petit peu particulière encore. Je ne sais pas si ça va être le cas, cette année. Voilà, non. Donc il y aura qu'une date normalement pour tout le monde. Voilà. C'est ce dont on avait eu vent l'année dernière déjà et ça avait créé un vent de panique, voilà. Mais finalement, donc on a pu inclure ces pièces justificatives, nous, jusqu'au 10 janvier. Là, ce sera avant. Et ensuite, vous avez donc les dates de l'étude de recevabilité, de la désignation des rapporteurs et la publication des résultats, sachant que les résultats peuvent arriver avant la date officielle. Voilà, vous avez marqué fin prévisionnelle, mais en fait, moi, j'ai eu mes rapports et la décision avant le 24 mars. Donc voilà, ça arrive souvent avant. Donc n'hésitez pas à aller consulter le site. De toute façon, j'imagine que même sans que je vous dise ça, vous allez le faire régulièrement. Mais voilà, faut pas hésiter à aller voir tout ça, pour vous tenir au courant, pour ne pas louper de dates importantes. Et donc rapidement après, vous avez effectivement, les rapports qui sont consultables. Donc là, on peut plus cliquer dessus. Vous voyez que l'onglet est grisé, mais vous avez consulté les résultats. Donc vous avez, une espèce de petite fenêtre avec marqué, recevable et ensuite avec, inscrit que voilà, il y a une acceptation et vous pouvez cliquer sur télécharger les rapports. Et là, effectivement, c'est quand même une bonne idée de les lire, que vous ayez obtenu la qualification ou pas. Une autre façon d'aller voir ces rapports, une autre façon de voir, l'avancement de votre dossier, c'est de cliquer, sur, «Suivre ma demande». Alors je reviens sur ça. Là dans voilà les 2 exemples de qualification donc, section 11, section 18, vous avez demande examinée et il y a 3 petits points à côté. Si vous cliquez là-dessus, il y a, consulter ma demande et suivre ma demande, qui ont l'air un petit peu d'être la même chose. Mais en fait, dans suivre ma demande, vous pouvez voir donc l'état d'avancement, vous pouvez voir si le dossier a déjà été examiné ou pas encore. Et vous pouvez, c'est là que vous pouvez également télécharger les rapports. Voilà. Euh, il me semble que sur la qualification, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur voilà, Odyssée tel qu'il se présente aux candidats. Ah non, c'est quand même quelque chose que j'ai oublié de vous dire au tout début. Donc, comme vous l'avez remarqué, ça ressemble très fortement au site des impôts. Donc, ça a été un petit peu harmonisé, hein, ça ressemble aux autres sites du gouvernement. Ce qui veut dire que, comme les autres sites du gouvernement, parfois ça plante. Et donc, en particulier, juste avant la date limite, mais pas seulement. Moi, il y a eu quand même beaucoup de moments, que ce soit pendant la qualification ou pendant la campagne, où l'espace ne parvenait pas à charger, où j'avais voilà, une roue qui tournait dans le vide ou un message d'erreur. Donc là, il y a des petites choses à faire quand même. Vider son historique de navigation, passer par un autre navigateur. Voilà, ça, c'est des petites choses qui peuvent faire que en fait, ça débloque le site. Donc, voilà, n'hésitez pas à garder ça en tête et n'hésitez pas à le faire. Si malgré tout ça ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il y a trop de monde sur le site et c'est pas grave. En général, en quelques heures, c'est voilà, c'est de nouveau accessible. Mais faites attention, la plateforme est, en tout cas l'année dernière, n'était pas très très stable. Et en même temps, quand on voit le nombre de candidats que tu évoquais, c'est pas étonnant. Voilà, c'est tout pour moi, je pense. Mais voilà, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Merci beaucoup, Marine. On va peut-être prendre les questions maintenant, Ouais. si vous n'avez rien à rajouter tous les trois. Oui. Mélanie, ça ne t'embête pas si je dis Non, juste pas un ou du deux mots, tout. mais Non, non, pas très du tout, vas-y. rapidement. Le CV que Marine a mis à l'écran, on l'a vu tous très vite, hein, il a l'air voilà, super. À la fois dans sa présentation,
ne soyez pas effrayés par sa longueur. Voilà, tout le monde n'a pas nécessairement des expériences d'enseignement aussi étoffées, visiblement, des publications qui sont déjà en nombre, des responsabilités. Voilà. Donc c'est pour dire que là, c'est toujours intéressant hein, d'avoir un très bon modèle, y compris formellement, mais on peut avoir des CV tout à fait acceptables qui sont beaucoup plus maigres, je veux dire les choses de façon un peu caricaturale, mais qui sont tout à fait recevables pour une qualification. Sur les mots-clés, lors effectivement d'une réunion à laquelle moi j'ai en tout cas participé de la CPCNU, la question avait été posée par une autre section et le ministère effectivement a indiqué que à terme, alors a priori pas cette année, hein, le menu déroulant serait créé, mais en fait ils ont, je pense, créé ce menu potentiellement déroulant sans imaginer la longueur du déroulement, parce que, a priori, certes, vous y entrez pour la 11e section, mais bon, il semblait avoir fantasmé sur un potentiel menu déroulant avec tous les mots-clés du monde, j'allais dire, enfin, voilà, ce qui bien évidemment n'a pas de sens. Donc, c'est vrai que, Hélène, tu pourras soit confirmé, soit pas, mais dans mon souvenir, quand on répartit les dossiers, on a, nous, une extraction hein, qui est faite à partir de la plateforme, avec cette colonne qui reprend effectivement les mots-clés. En fait, on regarde vraiment dans un premier temps le titre de la thèse, qui souvent est quand même assez explicite, et puis il y a plein d'autres critères, en particulier pour éviter les conflits d'intérêts entre établissements, rapporteurs et tout, voilà, qui font qu'effectivement on est amené à sélectionner des rapporteurs, bien évidemment, et des rapportrices absolument dans le champ de la spécialité, mais souvent, effectivement, les mots-clés ne viennent que confirmer un peu la lecture qu'on avait typiquement du titre de la thèse. Hein. Une troisième chose, mais Hélène, je me dis que peut-être on peut en parler quand même à l'initiative quand même d'Hélène Machinal, donc de la présidente. Lors de cette mandature, la section 11 du CNU s'est quand même pas mal déjà singularisée sur un certain nombre d'avancées qui concernent en particulier les carrières des collègues femmes. Et donc, à la fois sur ces aspects-là et aussi sur la prise en compte des statuts RQTH, donc les statuts de travailleurs handicapés, et vraiment à l'initiative de la présidente. Donc, en fait, je vais te laisser parler. Le CNU a voté un certain nombre de motions qu'on essaye de faire reprendre par d'autres sections et qui font que on est particulièrement attentive et attentif aux carrières des collègues femmes. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, hein, enfin voilà, sur la longueur des carrières, la difficulté dans certains cas, et on incite vraiment sur un certain nombre de procédures, par exemple les procédures d'avancement, de promotion, mais pas uniquement. On incite vraiment les collègues confrontés à un certain nombre de difficultés liées, par exemple, effectivement, à des maternités, par exemple des congés maternité, des choses qui peuvent intervenir pendant, par exemple, une rédaction de thèse, ou bien donc plus généralement, indépendamment de hommes-femmes, mais des statuts RQTH. Donc, je ne sais pas, Hélène, si tu veux dire un mot là-dessus, mais je trouve que c'est intéressant quand même que vous soyez conscient que c'est une vraie réalité et qu'on en est nous-mêmes conscientes et conscients. Oui, oui, si je peux rebondir là-dessus, c'est des aspects, sont vraiment des aspects que vient d'évoquer Joël Richard, qu'il ne faut pas hésiter à mentionner, si tant est que vous soyez confortable avec l'idée hein, de le mettre noir sur blanc dans un dossier. Hein. Il y a aussi des cas de figure où on ne souhaite pas forcément parler de certains problèmes, mais on est particulièrement attentif et attentive hein, effectivement au statut de travailleuses handicapées et à l'impact que ça peut avoir sur vos expériences diverses et variées. Et on est aussi très attentive et attentif aux problèmes de santé, aux congés maternité et aux carrières des femmes. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à donner des éléments de ce type-là. Et je rajouterais par rapport à ce qu'a dit mon collègue aussi, qu'effectivement, le CV de Marine est déjà très étoffé.
c'est aussi le CV, d'une jeune collègue qui a eu la chance d'avoir un poste d'ATER. C'est pas le cas, de toutes et toutes les candidats et candidates. Il y a des doctorats qui sont, rédigés, effectués, soutenus en étant salariés dans le secondaire, par exemple, ce qui ne donne pas forcément toujours la nécessité de participer à des événements scientifiques ou des activités éditoriales ou autres, autant que pour, des jeunes collègues qui ont eu, des postes d'ATER, par exemple. Donc, c'est des réalités dont on tient compte. Il va de soi qu'on ne peut pas attendre, non plus la même chose, hein, d'un ou d'une jeune collègue titulaire d'un doctorat, qui a été pendant 6 ans dans le secondaire et qui a rédigé, sa thèse bon an mal an, avec beaucoup d'investissement et beaucoup de ténacité, pour arriver, à la soutenance. Petite réaction sur les mots-clés, là aussi, hein, ne vous mettez pas martel en tête. On a généralement, rien qu'avec, le titre de la thèse, tous les éléments qui nous permettent de répartir, les dossiers, en fonction des spécialités des rapporteurs et des rapportrices. Et autre chose que je voulais ajouter, vous ne pouvez pas, avoir un rapporteur ou une rapportrice qui soit de la même université que vous ou qui soit du même laboratoire de recherche, pour pas qu'il y ait bien entendu, de conflits d'intérêts ou d'historique, quel qu'il soit, entre vous, un rapporteur ou une rapportrice. Donc nous, quand on distribue les dossiers aux futurs rapporteurs, rapportrices, on est extrêmement vigilant là-dessus. Mais si jamais quelque chose n'a pas été repéré par le bureau au moment de l'octroi des rapports à effectuer, on demande aux rapporteurs, rapportrices de signaler ce qu'on appelle un conflit d'intérêts qui nécessitera un déport. Donc on donnera ce dossier-là à un autre membre du CNU à examiner. Vous ne devez pas être examiné par quelqu'un qui est dans la même unité de recherche que vous ou qui est dans la même, université, que vous. Voilà. Merci beaucoup. Un grand merci pour Et ces précisions. une chose, Alors, pardon, oui, du coup, pardon, excuse-moi, sur le calendrier, puisqu'effectivement, c'était en fait vraiment très précieux. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Hélène, mais pour nous de voir effectivement un certain nombre de captures d'écran de la plateforme vue du côté d'un candidat, parce que vraiment, moi, je trouverais ça tellement précieux. Bon, donc, et donc, effectivement, ce rétro-planning, enfin, je sais pas dans quel sens il faut le voir, mais enfin, qui apparaît à un moment. Donc, je pense pas que ce soit un secret particulier de vous dire simplement que nous, en tout cas en session CNU qualification, on va siéger du 9 au 13 mars. Donc les dossiers, voilà, c'est pour vous indiquer, parce qu'effectivement, tout ça, ça n'apparaît pas spécifiquement évidemment sur le site du CNU, mais nous, effectivement, donc les dossiers, on les examine du 9 au 13 mars, et une fois qu'on a rentré tous les résultats, la moulinette ministérielle commence, et donc il ne faut pas s'attendre effectivement à avoir une réponse le 14 mars, hein, voilà. Mais nous, en tout cas, le 13 mars au soir, il faut absolument qu'on ait fait tout notre travail de lecture de tous les rapports, de discussion et aussi voilà, de rentrer dans la plateforme de tous les résultats. Donc on va peut-être passer, enfin, je laisse, hein, les modérateurs, modératrices du webinaire, en reparler. On va peut-être passer aux questions, mais juste une dernière petite remarque. Il y a aussi un site de la CPCNU, dans lequel, il y a des pages spécifiques pour chaque section. Donc vous pouvez aussi, si vous tapez CPCNU ou si vous tapez CNU 11e section, aller sur le site du CNU, hein, pas sur le site du ministère, vraiment sur le site du CNU. Et là, dans la 11e section, sur la partie qui est dévolue à la 11e section, vous pouvez aussi trouver tout un tas d'informations, pas uniquement d'ailleurs sur la qualification, hein, sur tout un tas d'autres missions qui sont celles du CNU. Voilà, bon, Joël Richard vous montre ça. Et là, vous allez trouver aussi, enfin, c'est une des choses qu'on a mises en place pour cette mandature, c'est d'alimenter assez systématiquement ce site. Donc, vous allez y trouver des informations sur le CNU en général, sur l'agenda, donc les différentes sessions qu'on va avoir au cours de l'année. Les membres de la section, alors elle n'est pas toujours complètement à jour, mais, parce que c'est le ministère qui la met à jour, mais elle l'est quand même à peu près. Et puis, vous avez une partie qualification, où là, vous allez aussi trouver un certain nombre de documents qui peuvent vous aider, qui vont reprendre des choses qu'on a évoquées, Monsieur Richard et moi. merci beaucoup. On va peut-être donc passer à la partie questions qui sont nombreuses. Donc je vous propose on va faire dans l'ordre. Il y avait d'abord 3 personnes qui avaient levé la main. Il y en a aussi beaucoup dans le chat. Donc Efra, vous étiez la première à lever la main. Donc allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour cette réunion très informative. J'ai 2 questions.
J'ai déjà ouvert mon espace dans l'Odyssée, mon compte, mais il n'y a pas rien, c'est bloqué. Et quand l'inscription sur les plateformes ouvre-t-il? À quelle date? C'est une bonne question. C'est la réponse qu'on fait quand on n'a pas la réponse. Est-ce qu'on sait, Hélène, quand la plateforme ouvre? Non, je sais quand elle ferme, hein, le 15 décembre. Il faut que tout soit déposé avant le 15 décembre, hein, mais la date d'ouverture, je ne l'ai pas en tête, non. Non. L'année dernière, c'était mi-octobre, la date d'ouverture de l'application. Donc, a priori, il faut regarder autour de mi-octobre. Là, le site de Galaxy où il y a normalement le calendrier de qualification et pas à jour, c'est que c'est encore le calendrier de l'année dernière, mais ça va être mi-octobre a priori. Donc, ce n'est pas mon problème, c'est comme ça. OK. Sans doute, oui. Oui. Oui, parce qu'en fait, il y a 2 étapes dans la procédure de demande de qualification. Il y a une première étape qui se déroule en septembre. Alors là encore, j'ai pas les dates sous la main, mais où vous faites une sorte de déclaration d'intention de qualification. Mais peut-être Mélanie pourra en parler mieux que moi. Disons que vous faites une première inscription. C'est là, je pense, que vous créez le compte, parce que ça, c'est pareil. Nous, on n'est pas du même côté de l'interface, donc la création du compte, je ne connaissais pas ce processus. Oui, c'est ça. Mais ouais, vous faites Marine, pardon, vous faites une première intention d'inscription et ensuite il y a le processus. Mais je vais vous laisser la parole, je pense que vous répondrez mieux que moi là-dessus. Ben, après, voilà, j'ai retrouvé le mail qui confirme ma création de compte du coup de l'année dernière et c'était bien, c'était le 15 octobre. Et je sais que je l'ai fait dès que ça a ouvert, enfin, dès que ça a été possible. Je ne sais pas comment j'ai su que ça a été possible, mais bon, de toute façon, rassurez-vous, alors si si vous avez la chance d'être dans une université, tout le monde en parle à ce moment-là. Donc vous pouvez difficilement passer à côté et sinon, il y a quand même donc la mailing list de la SAES, de la FEA et cetera. En fait, à ces moments-là, il y a vraiment beaucoup de gens qui en parlent, c'est difficile de passer à côté, mais si on est mi-octobre et que vous n'avez toujours rien entendu, ben, posez la question au moins, voilà, aux représentants des doctorants ou quoi, voilà. Mais donc moi, le 15 octobre, vous avez, la création d'un compte, donc avec un mot de passe, votre adresse mail, l'adresse mail que vous regardez la plus régulièrement. Et ensuite, c'est tout, voilà. Et ensuite, vous avez la qualification qui commence. Je rajouterais par rapport à ce que dit Marine, c'est les écoles doctorales communiquent aussi beaucoup là-dessus. Il est très probable que vous ayez eu ou que vous aurez à un moment un mail de l'école doctorale vous rappelant toutes ces dates. OK. Merci beaucoup. J'ai fini mon doctorat l'année prochaine, donc je pense que je suis pas dans les mailing lists maintenant, mais je regarde chaque semaine si c'est ouvert. Et l'autre question, s'il vous plaît, pour Marine, pour votre CV, le long tableau avec les TD, est-ce le détail des cours que vous avez suivis pendant le doctorat? Non, c'est le détail de cours que j'ai donné. OK. Voilà, C'est donc le work experience. oui, c'est ça, exactement, ouais. C'est vraiment juste dans le supérieur, du coup OK. et voilà, là, j'ai mis, donc les TD que j'ai donnés avec un descriptif, le nombre d'heures, Oui. que j'ai donné. Et donc, si ça fait, 1 an, 2 ans, 3 ans que je donnais le même cours, pour, voilà, donner un petit peu une idée de cette expérience-là. Donc, est-ce que je peux demander en anglais, s'il vous plaît? Sure. God bless you. Thank you. I'm trying so hard. Um, if I've been teaching for many years in university and I don't have like the exact amount of hours. I've been teaching for a year, 2 years, 5 Yeah, years, just the it's name of fine. the course and what I've been teaching. Yeah, that's enough. It doesn't really matter. Some people did that with the number of hours, but I guess it doesn't really matter. We both know, we all know what like a year is made of Yeah. in in academia, so we can guess. And anyway, if you've been teaching for a while, maybe you don't have to put everything in this tab, but just the things that you think would be very interesting for the people who are reading Like maybe your the file. past 10 years. Yeah, so maybe if there are things that you think are more important or more interesting, you could put them first and highlight them. And then if you have something that you think won't really be relevant, then you put them either at the end or just like one line, but don't overdo it.
So I don't need a list of what I've taken, just what I've taught. No, what you taught, yeah. Okay. Merci but- beaucoup pour votre temps et pour la réunion. Merci. Merci. You're welcome. But do try to be as specific as you can still, because it's not the same thing as if you teach like a small TD group or a big TD group, or even cours magistral. So if you can specify the size of each class and also the number of hours, because once again, maybe as a young colleague, you've been asked to teach like one class or maybe 2 sessions, but not the whole course during the whole semester. So if you can be more specific, it's always good, because otherwise, maybe one of your rapporteurs will say, okay, well, obviously there's a teaching experience, but it's a bit vague. We don't know if this was really for a whole year, and maybe it was just a very small group of students, or so. Okay, if you have a big teaching experience, maybe you select, as Marine said, the classes and courses which are more relevant. But for these particular classes and courses, give us as much information as you can. This would be my advice. Like the academic English, English for business, English for science, Mm-hmm. English for students, like English for university students, stuff like that. Yeah, sure. Okay, thanks a lot. Thank you very much. And for your patience for my French. I'm taking courses. I'm working on it. I swear. You're welcome. Thank you very much. Merci, merci. Alors, juste après, il y avait Angelina qui avait posé une question. Vas-y. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et rassurante, hein, je trouve, pour ma part du moins. J'ai cependant une question en termes de langue, parce qu'on a vu ensemble que l'anglais était presque rédhibitoire dans les rapports. Donc, OK pour les rapports, mais qu'en est-il pour les autres documents? Par exemple, si on veut fournir le résumé d'un chapitre qui sera publié en anglais, donc qui n'est pas encore publié, mais on veut donner quand même un aperçu de nos résultats à venir, hein, dans ce chapitre. Est-ce qu'on peut fournir un résumé en anglais ou autant le fournir en français pour éviter tout embarras avec le ministère? J'espère que j'ai été claire et je vous remercie par avance. En fait, pour toutes les autres pièces que le rapport, vous avez le choix de la langue. Parce que ça, finalement, c'est nous, membres du CNU, qui allons avoir accès directement à ce résumé-là. Donc, c'est comme vous préférez. Vraiment, la pièce sur laquelle il ne faut pas transiger en ce qui concerne l'utilisation de l'anglais, c'est le rapport. D'accord, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Alors, juste après, il y avait Shirley qui avait levé la main. Oui, merci. Je voulais justement poser la question sur les carrières un peu atypiques des mamans et des personnes au RQTH, parce que c'est un peu mon cas. J'ai fait une thèse en fait en 2 temps. J'ai beaucoup travaillé en faisant la première. J'ai eu 2 enfants et donc j'ai dû abandonner. J'ai arrêté de faire ma thèse et je me suis réinscrite 2 ans plus tard avec une nouvelle thèse, mais qui était un peu la même en changeant le titre, en refaisant des choses. Et du coup, j'étais un peu inquiète parce que donc la deuxième fois, j'ai fait beaucoup de publications, de colloques, j'ai fait beaucoup de choses avant, mais là, j'ai appris de mes erreurs, j'ai rien fait à part travailler parce que j'avais quand même beaucoup de choses à faire à côté. Et j'ai un peu peur de ça, en fait, du fait que j'ai des publications. C'est vrai, j'ai une très longue liste de publications, mais qui datent de déjà, il y a plus de 8 ans, 9 ans, alors que la thèse est récente. Je vais la soutenir là en novembre. Donc ça m'inquiète un peu. Oui, non, il ne faut pas vous inquiéter. Je laisserai mon collègue Joël Richard compléter, mais il n'y a pas de période de référence pour la qualification. Donc, toute publication est bonne à signaler, déjà d'une part. Que ce soit un article publié il y a 8 ans ou il y a 2 ans, c'est un article publié. Donc, c'est à valoriser dans votre dossier, de toute façon. Et la situation un peu spécifique à laquelle vous faites allusion, vous pouvez tout à fait l'expliquer dans votre dossier, parler d'une interruption
pour raison spécifique de congé maternité, et même nous fournir un petit paragraphe expliquant que lors de la rédaction, après inscription de votre second sujet, vous avez décidé de vous consacrer exclusivement à la rédaction de la thèse et de peut-être moins intervenir dans des événements scientifiques. D'une part parce que sans doute vous aviez aussi des enfants dont il fallait s'occuper. Donc ça, c'est une réalité qu'on prendra en considération. Et en fait, comme je l'ai dit aussi, les articles publiés ne sont pas un prérequis. Vous pouvez demander la qualification sans avoir publié d'article. Je prenais le cas tout à l'heure d'un doctorant ou une doctorante qui a été en poste dans le secondaire pendant 6 ans et qui donc n'a pas forcément eu la possibilité, ni ne serait-ce eu la possibilité d'être en contact avec les informations nécessaires pour aller communiquer dans des colloques, qui n'est pas dans les cercles de diffusion, sur les listes de diffusion, etc. etc. C'est pas du tout un problème, c'est pas un prérequis. Donc ne vous inquiétez pas et donnez, sachez que de toute façon, rapporteurs et rapportrices, en tout cas dans cette mandature, et je pense que c'était le cas précédemment aussi de la 11e section, on est toutes et tous attentifs et attentives aux situations de chacun des candidats et des candidates qui nous présentent leur dossier. Donc n'hésitez pas à nous expliquer sincèrement et honnêtement quelle est votre D'accord. position. Ouais, vraiment. Parce que je sais aussi, il y a l'agrégation, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas. Moi, je ne l'ai pas passé parce que là, du coup, avec tout ce que je faisais, il y avait vraiment ça que je ne pouvais pas faire. Ça m'inquiète aussi et je ne sais pas comment, par contre, valoriser des choses. Par exemple, j'ai un article qui a été, qui maintenant est utilisé en Angleterre dans une plateforme de mise en commun de cours. Il utilise, les profs d'histoire en Angleterre l'utilisent. Mais ça ne rentre pas dans les cases. Enfin, je ne rentre pas dans les cases, en fait, c'est un peu mon problème. Mais Et ça je me fait dis, bien. oui, je vais valoriser parce que c'est cool. Quelqu'un utilise un de mes articles. C'est très bien de ne pas rentrer dans les cases aussi. Alors effectivement, on vous a peut-être beaucoup dit, voilà, il y a la case où il faut déposer telle pièce, et voilà. Donc il y a des cases, effectivement. Mais il y a aussi une grande variété de profils de collègues qui sont qualifiés. Des jeunes, des très jeunes, des moins jeunes, des beaucoup moins jeunes, des carrières très linéaires, des carrières beaucoup moins linéaires. Et vraiment, c'est pour ça qu'on se bat pour que le CNU continue d'exister, parce que nous, on est vraiment cette instance qui a un regard à la fois national, surplombant, mais extrêmement attentif, forcément, à chaque dossier individuel. Donc là, tout ce que vous avez dit et que voilà, Hélène Machinal a repris, moi je le perçois là plutôt comme étant des éléments qui vont enrichir votre dossier. Que la thèse ait été faite en 2 temps, ça va apparaître. Il est probable d'ailleurs que dans votre rapport de soutenance de la thèse que vous allez soutenir là, peut-être c'est souvent le genre de chose qui est mise en avant par un certain nombre de membres du jury, parce qu'ils n'ignorent pas sans doute la trajectoire qui est la vôtre. Donc nous, comme on lit de façon très attentivement les rapports de thèse, on est déjà éventuellement, j'allais dire, alerté, même si le terme justement donne l'impression qu'il y a un danger. Voilà. Notre attention est attirée sur ce genre de situation. Vous pouvez tout à fait, effectivement, vous, de votre côté, dans le cadre de votre CV, du coup, qui est un peu la seule pièce où vous pouvez, j'allais dire, rajouter des informations, parce que là, il n'y a pas de case très spécifique. Vous n'allez pas avoir sur la plateforme une case situation particulière. Voilà, donc c'est à vous de trouver l'endroit, et le seul endroit, ce sera le CV. Mais on lit, bien évidemment, de façon extrêmement précise les CV. Euh, et, euh, et bon, voilà, donc bon, voilà, moi je pense effectivement que vous avez tout pour constituer un dossier qui sera peut-être un peu un dossier atypique, mais bon, vous savez, on en voit quand même plusieurs centaines par an, et donc des situations de ce type-là, il y en a un certain nombre. La nouveauté, pas tout à fait nouveauté, mais en tout cas avec un peu de recul de la mandature précédente où on était déjà membre, c'est que je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience et une attention toute particulière à ce genre de situation. Vous mentionniez éventuellement les congés maternité. Ça, je me souviens quand moi, quand j'étais rapporteur lors de la mandature précédente, je crois qu'à aucun moment on nous avait dit d'être particulièrement attentif à ça. On l'était sans doute, mais bon, maintenant on incite vraiment aussi les candidats à le mettre en avant. Donc, Et j'ajouterais que on est aussi très sensible au fait qu'il y a de moins en moins de supports dans l'enseignement supérieur, y compris des supports d'ATER ou des supports d'AM ou d'AMN. Et donc, on prend en considération le fait que vous n'avez pas toujours pu, toutes et tous, effectuer vos thèses dans les conditions idéales qui sont celles que Marine a connues. Donc, que vous n'ayez pas l'agrégation, ce n'est pas du tout un problème. Ce qu'il faut, c'est que vous mettiez en avant le fait que vous pouvez attester de votre niveau de langue en anglais
par exemple par la publication d'articles en anglais qui sont réutilisés et qui sont utilisés comme support en Grande-Bretagne, par exemple, hein, ou que vous avez déjà enseigné en langue anglaise dans le secondaire ou ailleurs. Donc l'agrégation n'est pas un prérequis, l'agrégation c'est une pièce ou un élément qui nous permet d'avoir une garantie du niveau de langue du candidat ou de la candidate. De mémoire, hein, on est sur deux, alors ça varie un peu selon les années, mais on est sur un candidat sur deux, hein, tu te souviens, Hélène, je crois, qui n'a pas de concours de recrutement, hein, dans l'enseignement, agrégation ou CAPES, enfin, ou ex-CAPES, voilà. Donc ça veut dire que 50% des qualifiés n'ont pas de concours. Voilà. Et à aucun moment, bien évidemment, d'abord parce que ça n'est pas réglementaire et d'autre part, voilà, parce que ça ne fait pas partie des guidelines. À aucun moment, un dossier n'est retoqué du fait de l'absence d'un concours, hein, vraiment. Je voulais juste en profiter pour rebondir sur la question d'Angelina parce que j'étais en train de chercher et puis on est passé à autre chose. Mais il vous faut quand même un résumé en français quand vous avez des articles en anglais. C'est demandé sur le site. Donc j'ai vérifié, moi j'ai 3 résumés pour les trois articles. Et en fait, donc c'est comme pour le rapport de jury, si la pièce est en anglais, vous devez le spécifier et marquer est-ce que cette pièce est en une langue rédigée dans une langue autre que le français. Donc vous mettez oui. Et en fait, quand vous cliquez sur oui, ça vous fait apparaître un deuxième onglet pour téléverser une pièce qui est celui du résumé en français. Donc vous en avez quand même besoin. Peut-être que du coup les rapporteurs de l'autre côté ne l'utilisent pas, c'est probable. Non. Voilà. Mais en tout cas, le site le demande. Donc je pense que par précaution, pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, il vaut mieux le faire. Donc préparer ces petits résumés, ça coûte rien. Merci Marine, merci. Merci beaucoup. Alors, on a aussi beaucoup de questions dans le chat, hein. Je vous oublie pas. On termine juste avec les personnes qui avaient les mains levées. Donc, juste après, c'était Sandrine. Allez-y. Oui, bonjour à tout le monde, ou bonsoir peut-être maintenant. Merci vraiment de tous ces conseils, c'est très apprécié. Alors, une petite question d'abord, c'est sur la déclaration d'intention dont vous parliez tout à l'heure sur Odyssée. Je me suis inscrite sur Odyssée et je comprends pas trop où se trouve la demande de déclaration d'intention, donc je ne sais pas si c'est quelque chose de particulier ou... Non, c'est tout. C'est juste, voilà, quand vous vous inscrivez, en fait, D'accord, voilà, ça montre que vous avez envie d'accord. de vous qualifier bientôt. Mais c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à faire jusqu'à ce que le calendrier apparaisse, en fait. Mais en fait, Alors, on oui, parlait de ça parce que c'est absolument nécessaire de l'avoir fait pour ensuite déposer son dossier. C'est-à-dire, si vous laissez passer la période au cours de laquelle, donc visiblement, en fait, vous ouvrez un compte, oui, c'est le genre de choses qu'on apprend grâce à Marie. Donc, si vous laissez passer cette date-là, vous ne pourrez pas ensuite, rétroactivement, oui, créer un compte. je comprends. oui, voilà, c'est tout. Et c'est ce qui vous permettra aussi de recevoir des mails, parce que voilà, une fois que votre compte est créé, vous allez recevoir des mails automatiques. Donc non seulement pour la qualification, quand votre qualification aura été validée. Voilà, vous avez un mail à ce moment-là. Et vous avez aussi des mails automatiques lors de la campagne de recrutement, lorsque des universités ont rendu leur verdict. Donc c'est quand même pas mal. Et ça, c'est un point fort, je pense, d'Odyssée. On n'en a pas encore évoqué, mais je pense que c'en est un. J'imagine que la question de l'âge ne se pose pas, même si on est déjà proche potentiellement de la retraite, on a le droit de Ah non, demander ah une non, on peut qualification. demander la qualification à tout âge, sans aucun problème. On a aussi, malheureusement, du fait de la situation dans l'enseignement supérieur, beaucoup de dossiers de requalification, parce que la qualification, elle est valable 4 ans. Donc, si on n'a pas eu la chance de trouver un poste au cours de ces 4 ans, il faut demander une requalification pour laquelle on demande de nouveau la thèse comme pièce obligatoire et on vérifie que le ou la collègue a poursuivi une activité de recherche, en fait, pendant les 4 années de qualification. Mais il n'y a absolument pas d'âge de prérequis relatif à l'âge pour la qualification. Bon, c'est bon à savoir, donc on pourra continuer. Et donc la dernière question qui correspond un petit peu à ce que la collègue disait tout à l'heure, Shirley, c'est que si on fait par exemple une double demande de qualification, et que pour vous, par exemple, notre sujet de thèse n'est pas dans votre domaine, en fait, mais qu'on a toutes nos productions, enfin beaucoup d'articles ou des conférences, même
des responsabilités administratives ou scientifiques et qui sont en anglais ou à l'international, est-ce que le fait que la thèse ne soit pas, elle soit dans le domaine du 70 par exemple et pas en CNU 11, on peut quand même demander une double qualification ou pas du tout? Parce qu'en fait, je suis enseignante en anglais à l'INSPE et prof d'anglais avant, mais mon sujet de thèse s'est trouvé en sciences d'éducation et de la formation et pas sur l'anglais précisément. C'est une drôle de question, n'est-ce pas? Je ne rentre pas dans les cases. Non, non. Vas-y, Joël, vas-y. Alors là, pour le coup, effectivement, Oui. il y a une case. Elle est large, la case des études qui ressortent de la 11e section. Et ce sont des discussions qu'on a à chaque session, parce qu'effectivement, on est régulièrement amené à examiner des dossiers de candidates et de candidats dont les sujets alors, de thèse, et je parle bien vraiment là du coup de la thèse, et éventuellement la recherche s'il y a des publications, voilà, sont euh, ne sont pas centraux, disons, voilà, dans la 11e section. Moi, le conseil, enfin, disons que j'avance assez prudemment, hein, parce que chaque cas est vraiment très spécifique, vraiment. Et là c'est vraiment des dossiers sur lesquels, alors, voilà, un dossier d'un collègue qui, par exemple, est enseignant d'anglais dans un lycée ou un collège et qui a fait une thèse sur la mythologie grecque du deuxième siècle, ça ne passera pas. C'est-à-dire que la seule expérience d'enseignement en anglais, et éventuellement même avec un concours de recrutement d'enseignants d'anglais, parce qu'il y a aussi des collègues qui sont recrutés dans les établissements du secondaire sans concours, là, ça ne suffit pas. On examine effectivement un dossier dans sa totalité, et donc la recherche n'est pas le seul aspect, vous l'avez vu quand on a parlé du CV, voilà, qui est pris en compte, mais il n'empêche quand même que le cœur quand même de la qualification, puisque c'est la seule pièce qui soit absolument obligatoire, c'est la thèse. Donc, de ce point de vue-là, après, il y a les cas qui sont les zones un peu grises, enfin voilà, qui sont souvent intéressantes, hein, justement. C'est-à-dire alors, il y a le cas, ça n'a pas l'air d'être votre situation, des collègues qui sont par exemple en littérature comparée et qui ont une partie de corpus, effectivement, voilà. Il y a les cas assez nombreux de collègues en histoire qui donc demandent souvent des qualifications en section d'histoire, mais qui ont travaillé, par exemple, sur voilà, l'histoire du monde anglophone. C'est souvent beaucoup plus précis que ça. Mais voilà. Donc là, la plupart du temps, on observe de très près s'il y a une expérience d'enseignement de l'anglais, parce que certes, la thèse a l'air effectivement de pouvoir tomber dans nos champs d'expertise, mais il faut quand même qu'on ait aussi une assurance, pour le coup, que ce sont des collègues qui sont capables d'enseigner en anglais, qui l'ont déjà fait. Voilà. Bon, voilà, là, il me semble, et alors, dernière chose, et après, Hélène, je ne sais pas si tu veux compléter, il y a chaque année des collègues qui demandent la qualification dans plusieurs sections, étant entendu qu'il vous suffit, entre guillemets, d'être qualifié de toute façon dans une section pour pouvoir ensuite postuler sur n'importe quel poste. Dans l'absolu, les collègues qui vont être qualifiés en 11e section cette année peuvent postuler en astrophysique. Hein. Enfin voilà, du moment que vous êtes qualifié par le CNU, même si c'est la 11e section. Alors bien évidemment, c'est rarement des grands écarts comme ça, mais on a régulièrement, je sais, dans des comités de sélection, des collègues, par exemple, qui ont été qualifiés en section communication, typiquement, voilà, et qui viennent malgré tout candidater sur des profils particuliers, parce qu'on a aussi besoin, d'une certaine façon, de ces profils-là, y compris dans des départements d'anglais. Mais pour ce qui est de la phase de qualification, j'allais dire, moi, je mettrais un peu plus un panier un peu plus garni, disons, sur votre qualification en section communication que sur la section 11. Parce que là, ce que vous en dites, cela me semble être un cas qui va être intéressant à examiner. Mais sur le papier, l'expérience d'enseignement que vous avez, et y compris l'INSPE, donc dans le supérieur, voilà, me semble insuffisante. Je le dis de façon peut-être un petit peu rapide. Non, Hélène, si tu veux. Donc, ce sont les articles qui concernent l'anglais, justement, enfin, l'enseignement de l'anglais et ces choses-là, plus les responsabilités à l'international qui sont justement dans le domaine de l'internationalisation de la formation des enseignants, par exemple, qui auront plus de poids que le fait de ne pas avoir de thèse dans ce domaine-là, en fait, potentiellement en tout cas. Oui, c'est ça. Mais des articles à l'international qui relèvent des sciences de l'éducation ne seront pas forcément considérés comme pertinents pour la 11e section. Donc, il faut vraiment que vous mettiez en avant les articles publiés qui s'inscrivent réellement
dans les sous-champs disciplinaires de la section 11. Et mon collègue le rappelait, on regarde très attentivement ces dossiers-là. C'est-à-dire qu'on ne déclare pas un dossier hors section au prétexte que l'intitulé de thèse ne semble pas relever de la 11e. Les collègues, dans ces cas-là, vont vraiment voir dans le détail ce qui peut aussi jouer, mais ça, c'est plus pour des candidatures à venir de doctorants, doctorantes qui n'ont pas encore soutenu, c'est de veiller, si on est à cheval sur deux champs ou deux sections CNU, de veiller à ce qu'il y ait des membres de la 11e section au jury. Ça, c'est aussi le type de choses qu'on regarde. Donc, en fait, c'est extrêmement difficile de vous donner une réponse générale parce que vraiment, c'est des cas spécifiques et on les regarde dans le détail. Mais c'est déjà très éclairant, donc je vous remercie. Je passe. J'en profite juste, par exemple, c'était mon cas, justement, je vous disais que j'avais été qualifiée dans 2 sections. Ma thèse est officiellement inscrite en section 18. Voilà, moi, j'ai une thèse en art, mais comme elle porte sur les représentations du Texas et que c'est des représentations voilà, d'un État des États-Unis et que j'ai enseigné en anglais et qu'il y avait des personnes de la section 11 dans mon jury, bon, voilà, toutes ces conditions ont fait que mon dossier, je pense, a été retenu en section 11. Mais je fais partie de ces cas-là, donc ça arrive quand même, voilà, si vous arrivez à le justifier comme il faut, et surtout si ça s'y prête, si votre sujet de thèse s'y prête, c'est possible quand même. Je vous remercie beaucoup. Pas de souci. Merci beaucoup. Alors, juste après, il y avait Marine qui avait levé la main. Bonjour, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour ce webinaire. Merci vraiment beaucoup à tous. Ça a été très éclairant et très utile pour moi. Je vous appelle. Alors, j'ai soutenu ma thèse l'année dernière, le 22 novembre précisément. Et donc, j'ai reçu mon diplôme quelques mois plus tard. Et le petit souci, c'est que le titre de ma thèse que j'ai envoyé à mes rapporteurs et à mes correcteurs et celui qui est sur mon diplôme n'est pas le même. Enfin, c'est pas grand-chose, hein, c'est pas très, très, très différent, hein, mais tout de même, c'est pas tout à fait non plus le même. Est-ce que c'est un problème? Alors, Et je m'en suis attendez, rendu. qu'on soit sûr de bien comprendre, l'intitulé de thèse qui figure sur le diplôme n'est pas celui de votre thèse. C'est-à-dire que quand on a accès à votre thèse, on n'a pas le même titre que celui qui figure sur le diplôme. C'est ça. D'accord. Alors Bah, nous le diplôme même, on l'a pas de toute façon, on est d'accord, le diplôme. Par contre, ce qu'on a, c'est le rapport. Le diplôme, on ne le voit pas, nous, hein. Enfin, autant que je me souvienne, hein, je Hélène. crois on peut y avoir accès, mais Ah on oui, le vérifie jamais. Enfin, c'est pas le genre de choses qu'on vérifie. Parce qu'en tout cas, nous, on doit le donner. Oui, d'accord. oui, Alors, mais on a, dans la première page que Marine a hmm, montrée, hmm. on doit renseigner à un moment l'intitulé de la thèse qui va réapparaître dans le rapport et qui va réapparaître dans le diplôme. Mais on n'ouvre pas la pièce diplôme, en fait. Parce que D'accord. Mais vous aviez, à un moment donné, j'ai cru comprendre qu'il fallait une attestation de réussite au doctorat, une soit attestation de vous diplôme. En fait, ah, il faut pardon. la donner, pardon, excusez-moi. Hmm. Il Non, faut non, la mais mettre sur le site. Donc, effectivement, il y a un onglet. Donc, si vous avez le diplôme déjà papier, vous en faites un scan. Si vous n'avez pas encore le diplôme, ce qui était mon cas au moment de faire le dossier, il y a une attestation, on peut obtenir une attestation. Mais apparemment, voilà, en fait, au moment de la lecture du dossier, c'est pas une pièce qu'on regarde spécifiquement, quoi. Mais il y en a besoin sur le site. D'accord. Alors, et le problème aussi, parce que je l'ai reçu ultérieurement également, et le problème aussi, c'est que c'est exactement le même titre que sur le diplôme. Et je voulais savoir si c'était grave. Est-ce que c'est grave? Je ne Vous vous savez? comprends pas là, du coup. C'est le même type que sur le diplôme, c'est-à-dire. Il y a de légères modifications. Alors, c'est pas non plus flagrant, je veux dire, c'est exactement la même thématique, mais il n'empêche que le titre n'est pas le même. Pas exactement. Et je voulais savoir si c'était grave. Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Oui, vous Sur quel pensez? document est-ce que c'est pas exactement le même que sur votre diplôme? C'est quels documents en fait qui ont un... C'est l'intitulé de ma thèse. L'intitulé de ma thèse que j'ai envoyé à mes rapporteurs et à mes correcteurs. Et ce n'est pas tout à fait le même. Oui, donc l'attestation et le diplôme ont le même titre, mais c'est pas les mêmes que la thèse que vous avez envoyée, c'est ça? Exactement. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? C'est grave? C'est pas très grave? C'est...
Alors là, moi, je suis pas qualifiée pour répondre à cette question, donc Oui, alors là, pour le coup, là, on est sur un cas qui n'est pas très courant et donc je suis pas sûr que nous, effectivement, quand on reçoit la totalité, quand on a accès, disons, aux fichiers de tous les dossiers qui ont été jugés recevables par le ministère, je pense qu'il y a déjà eu un certain nombre d'examens, de filtres liés à ce que vous indiquez là. J'allais dire que, en tout cas, nous, si votre dossier est déclaré recevable, c'est que vous avez déposé une thèse, que vous en avez indiqué un titre et que vous avez effectivement déposé, mais comme on vient de le dire, nous, pour nous, ça, c'est presque transparent, que vous avez déposé effectivement le diplôme ou une attestation de soutenance. Euh, euh, disons que j'essaye d'imaginer un scénario extrême où vous déposez une thèse, ça c'est vraiment la pièce que nous allons avoir en littérature britannique, mais que en réalité, cette thèse en littérature britannique n'a pas le même intitulé que l'attestation d'un diplôme qui serait en cinéma américain. Mais Non, j'ai du non, mal pas à du tout. imaginer. Ah, pas du tout. Pardon, pas du tout. Non, c'est juste, c'est à deux, trois mots près. Enfin, je sais même pas comment ils en sont arrivés là. J'avoue que je ne sais pas. Mais non, non, c'est exactement la même thématique, c'est le même sujet d'intérêt. Non, vraiment, c'est la même chose. On ne bifurque pas du tout sur Attends, un autre. pour être sûr de bien comprendre, l'intitulé de votre thèse qui figure sur la pièce thèse, c'est-à-dire le manuscrit, d'accord? Oui. Et l'intitulé qui figure sur votre diplôme est le même. Non. Alors, ne bougez pas, je vais vous les lire comme ça, vous allez voir. Ne bougez pas. Alors, Là, c'est pendant ce temps, on peut peut-être en oui. profiter juste pour répondre à une petite question rapide. On demandait, dans le chat, quand on fournit une traduction maison d'un rapport dont l'original est en anglais, est-ce qu'on signale qu'il s'agit d'une traduction? Ben, on en a parlé, c'est On le en a point qu'on a parlé, il me évoqué semble, oui. tout à l'heure. Oui, en fait, mais c'est pas grave, on peut redire, hein, c'est que la traduction des parties du rapport de thèse qui serait éventuellement en anglais dans le rapport de départ, enfin l'original, sont effectuées par vos soins. Donc c'est vous qui traduisez la partie du rapport qui est en anglais. Et vous en faites un document distinct que vous devez déposer dans un onglet spécifique sur Odyssée. Donc, il n'est pas du tout nécessaire de passer par un traducteur ou une traductrice assermentée. C'est le doctorant ou la doctorante qui traduit le passage. Très bien. Alors, Et, Marine est revenue. oui. Excusez-moi. Alors, alors, l'intitulé de mon manuscrit, c'est Henri VII d'Angleterre, premier roi Tudor, historiographie et représentation culturelle, avec des dates pour un bornage chronologique. Et sur mon diplôme, donc sur ça, c'est Alors, c'est ah, Henri VII d'Angleterre, premier roi Tudor, historiographie, images et représentation littéraire. Donc, il y a quelques mots en plus. C'est pas grand-chose, hein, mais ça prouve que c'est exactement la même chose, mais il n'empêche qu'il y a quelques mots de différents. Non, mais je Qu'est-ce que pense que vous en vous dites? n'avez pas à vous inquiéter. On ne va pas aller regarder quel est l'intitulé précis de la thèse sur le diplôme. On va regarder quel est l'intitulé qui apparaît dans votre rapport de thèse ou sur D'accord, votre d'accord, document thèse. Voilà. Donc, c'est pas. d'accord. Non, non. Bah, c'est parfait. Bon, bah écoutez, ça me rassure parce que bon, je pense peut-être que je me disais que ça poserait quelques soucis. A priori, non. Bon, bah merci, bah, c'est parfait. Merci. Merci. Alors, on va prendre un petit peu de temps pour répondre à quelques questions dans le chat. Notamment, il y en a une. Existe-t-il un dispositif spécifique pour les doctorants en situation de handicap? Ah bah, il y a des inscriptions sur des doctorats RQTH, oui, mais ça, c'est généralement quelque chose qui a déjà été mis en place au début de la thèse. Sinon, il y a rien de spécifique, si ce n'est que la section 11 est particulièrement attentive aux situations de handicap dans tout type de dossier que nous examinons. Donc, s'il y a une situation de handicap avec des répercussions spécifiques sur la capacité, par exemple, à se déplacer dans des colloques, en particulier à l'international, il faut le signaler. S'il y a d'autres types de difficultés, quel qu'en soit l'ordre, il faut le signaler et on prendra en considération puisque ce sont des éléments qui peuvent expliquer que une des facettes du dossier soit spécifique ou que on constate par exemple qu'il n'y a pas de communication. Oui, bah, certes, il peut ne pas y avoir de communication, mais si la raison en est une difficulté à se déplacer, par exemple, ce sera tout à fait entendu par la section. J'espère que Très j'ai bien. répondu à la question.
Je pense que c'était... de toute façon, voilà, il n'hésitera pas à reposer la question si besoin. Il y a plusieurs Euh, questions visiblement sur la traduction, j'ai l'impression. Ouais. ouais, Tu cette peux histoire nous de les... traduction stress ouais. assez... Après, elles ont déjà été répondues. Générique a en fait Oui, pas mal voilà, hein, répondu typiquement, il y avait déjà une dans question, le chat. oui, sur les concepts, hein. Et alors, effectivement, il va de soi que dans un rapport de thèse, hein, on laisse de côté la thèse, hein, mais dans un rapport de thèse où seraient repris des notions ponctuelles, un mot, typiquement, en plus presque intraduisible, the wild, il va de soi, effectivement, qu'on n'attend pas que ce terme-là soit traduit en français dans l'onglet traduction en français du rapport, parce que, bien évidemment, voilà, c'est pas ça qui va bloquer quand même enfin, c'est pas ça qui bloque, hein, disons, la recevabilité du dossier. Donc là, on parlait vraiment quand, ce qui est assez fréquent, hein, un des membres du jury ou une des membres du jury est anglophone et qu'il ou elle, voilà, participe à la soutenance en anglais et que donc ensuite le président est amené à collecter les différentes parties pour en faire un rapport unique avec un copier-coller où apparaissent des sections tout entières en anglais. C'est là qu'effectivement se pose la question de la traduction, mais pas ponctuellement pour un mot ou un terme. Oui, merci beaucoup pour ces précisions, en effet. Alors, Annick avait levé la main, il me semble. Oui, je oui, je sais pas si vous me voyez? Oui, Oui. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais vous remercier déjà pour ce webinaire et tous vos conseils. Moi, j'avais plusieurs questions. Je rebondis sur cette histoire de traduction. Au début, vous disiez qu'il ne fallait pas, ou j'ai pas bien compris, dans le rapport de thèse, d'anglais, la présence d'anglais. Moi, j'ai une de mes, euh, un des membres du jury anglophone, donc qui va me fournir un rapport en anglais. Est-ce que je traduis directement? Enfin, est-ce que mon, parce que Non, il non, ne non. faut pas de présence Ouais. d'anglais. C'est On a ça? mal expliqué, on a mal expliqué en fait, je pense. Votre rapport, vous n'avez pas la main dessus. Mm. C'est le président ou la présidente du jury qui va euh, reprendre les différentes parties de rapport, c'est-à-dire les différentes interventions des membres du jury, pour les mettre les unes à la suite des autres et composer ce qui s'appelle votre rapport. Donc, Oui, dans cette pièce rapport du doctorat, enfin rapport de thèse, il peut y avoir effectivement un membre du jury qui s'exprime en anglais et qui va envoyer sa partie de rapport en anglais. Donc ça, vous y touchez pas. Vous laissez d'accord. ça tel que. En revanche, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous prépariez une traduction de cette partie-là, parce que quand vous allez déposer votre rapport de thèse, Odyssée va vous demander, est-ce qu'il y a une partie du rapport rédigée en anglais? Donc là, Oui, vous allez cliquer oui, d'accord. et va s'ouvrir une autre fenêtre dans laquelle vous allez télécharger la La partie en anglais que vous aurez au préalable traduit en français. D'accord. Donc Est-ce que ma partie française, en fait, que j'aurais traduite. voilà, c'est ça. Est-ce que D'accord. c'est plus clair? Ouais. Oui, oui, c'est très clair. Et, Et je voulais également, alors ça n'a pas de rapport, Marine disait que ce n'était pas la peine de... Enfin, on pouvait ne pas télécharger de photos, de mettre de photos sur le CV. Est-ce que vous conseillez de mettre une photo, la date de naissance, la situation familiale, si on a des enfants? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est conseillé? Enfin, c'est tout à fait inutile en tout cas. Donc inutile, nous ne d'accord. regardons absolument pas, c'est d'ailleurs extrêmement rare en fait, hein, Ah, d'accord, les CV avec des photos. Moi, je vous déconseillerais très clairement de le faire. On est sur un CV académique d'accord, et a priori, voilà, il peut y avoir de très bons CV et bien évidemment, s'il y a une photo, ça n'est pas rédhibitoire, mais d'accord. ça Et n'a la aucun date de intérêt. naissance, situation Oui, alors familiale, sur la date de naissance, vous allez être, je crois, amené à la renseigner de toute façon, peut-être sur la d'accord. plateforme directement, mais donc ça, vous pouvez effectivement l'indiquer. Et je parle sous contrôle de la présidente. La situation familiale ne me semble, moi, pas du tout, en tout cas, c'est absolument pas quelque chose que nous, on relève. D'accord, J'allais dire, si de cette situation familiale, éventuellement, voilà, mère je sais pas quel est le chiffre qui serait le bon chiffre, hein, de 4, de 5 trois. enfants, et que effectivement c'est quelque chose que vous êtes ensuite amené à, à prendre en compte dans l'exposé de votre déroulement de carrière. Peut-être c'est intéressant de le mentionner, mais dans l'absolu, ce que nous appelons les statistiques,
C'est vraiment voilà, le nom, le prénom, la date de naissance, et puis ensuite éventuellement le statut si vous êtes déjà en poste ou des choses comme ça, mais D'accord. le reste, non. Et dernière question, j'ai organisé un colloque et donc je le mets dans la responsabilité collective, c'est ça? Parce que vous aviez parlé de 4 parties, c'est ça? D'accord. Dans les Hélène, responsabilités, ouais, enfin, dans les responsabilités collectives, vous pouvez distinguer entre responsabilité pédagogique, Ah, responsabilité d'accord, scientifique et responsabilité d'accord, administrative. Donc, d'accord, responsabilité pédagogique, vous êtes responsable d'une UE, par exemple. mhm, Responsabilité scientifique, vous avez co-organisé ou organisé un colloque. d'accord. Responsabilité administrative, vous avez été, je ne sais pas, membre d'un conseil de l'école doctorale. En tant que doctorante, vous étiez la représentante des doctorants et des doctorantes au conseil de l'ED. Je vous dis juste un exemple, hein, il peut y avoir plein d'autres configurations. D'accord. Et si je n'ai qu'une rubrique, en l'occurrence scientifique, à remplir, donc je mets que scientifique parce que pédagogique, moi, mes compétences, j'enseigne dans le secondaire, donc Oui, non, c'est pas. alors cela dit, vous pouvez avoir des responsabilités pédagogiques dans le secondaire. Si vous avez été professeur principal, Ah oui, d'accord. Ah oui, bah d'accord. oui, enfin, Oui, c'est quand même une responsabilité qui implique un certain nombre de tâches et ah oui, la gestion, bah oui, 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 tout à fait. très Donc bien. ça, vous pouvez tout à fait le mettre. Mais s'il n'y a qu'un item dans responsabilité scientifique qui est l'organisation d'un colloque, c'est pas du tout un souci, mais il faut le mettre parce que ça, Oui, c'est important. d'accord. Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci pour cette question. Et donc enfin, Sophie, c'est à vous. Bonsoir, merci beaucoup pour toutes ces informations bien utiles. Donc moi, je suis une doctorante novice et j'ai quand même pas mal de questions qui me taraudent. Notamment la question de la neutralité des rapporteurs dont vous avez parlé au début en disant que nous serions évalués par des rapporteurs qui ne doivent pas être membres du même centre de recherche ni de la même université. Est-ce que ça suffit vraiment pour garantir une certaine neutralité de leur part, sachant que on rencontre énormément de monde dans les congrès, qu'on se fait connaître, qu'on peut être à terre, qu'on peut être PRCE Prague, qu'on connaît forcément beaucoup de personnes de différentes universités, qu'il y a certainement des gens qui ont déjà entendu ou des a priori soit positifs, soit négatifs sur le doctorant. Donc moi, j'ai une question, c'est est-ce qu'on est vraiment sûr que ça suffit vraiment de prendre quelqu'un qui n'est pas du même centre de recherche ni de la même université où l'on travaille, sachant qu'on peut être connu ailleurs. Donc ça, c'est ma première question. Ensuite, j'en ai d'autres. Euh, que se passe-t-il pour les candidats malheureux qui ne se qualifient pas? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'ont-ils le droit de faire? Pour les candidats heureux, moi j'ai entendu parler de post-doc. Est-ce qu'ils doivent demander un post-doc ou est-ce qu'ils doivent postuler immédiatement dans les 4 ans parce qu'ils n'ont que 4 ans et qu'il faut aller vite pour trouver un poste de maître de conf? Ensuite, la question qui me vient, c'est l'organisation de colloques. Il peut arriver, par exemple, qu'on propose à quelqu'un qui n'est ni maître de conf ni PU d'organiser un colloque. Moi, je sais que ça a été mon cas. Étant PRCE, on m'a retiré l'organisation du colloque parce qu'on m'a dit non, tu n'es pas chercheuse pour nous, alors que j'aurais quand même pu être jointe au comité d'organisation. Il n'y avait pas forcément besoin, voilà, d'autre chose. Comment je peux faire valoir cette capacité que j'ai eue quand même d'attirer un colloque dans mon université, sachant qu'ensuite ça m'a été retiré par des gens qui ont estimé que je ne le valais pas. Voilà, donc j'ai plein de questions. J'espère que vous Non, avez... non, mais merci de les poser. Il y a plusieurs aspects des questions que vous posez qui ne relèvent pas de la section 11. Je Ah, commencerai bon. par la fin. L'organisation d'un colloque qui vous a été retiré, nous, enfin, ça relève de l'université d'exercice qui est la vôtre. Donc, rien ne vous empêche de mentionner l'organisation d'un colloque et de signaler dans un petit paragraphe la façon dont les choses se sont passées. Mais ça, enfin, nous, on n'y peut strictement rien. Enfin, c'est pas quelque chose sur quoi Non, on a. d'accord. Oui, non, c'est juste que Bah, puisqu'il faut se je termine, valoriser, je termine pardon. si vous voulez bien, puis après on
reviendra sur des points s'il reste des questions. Les candidats et les candidates qui ne sont pas qualifiés peuvent bien entendu redemander la qualification, en particulier en se fondant sur les éléments qui sont évoqués dans les rapports. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de l'intérêt qui peut être le vôtre de lire les rapports pour voir ce qui y est dit. Ça peut vous permettre de modifier un certain nombre de choses pour éventuellement demander à nouveau la qualification l'année d'après. Les post-docs, c'est pareil, hein, c'est pas quelque chose. Nous, on n'a aucune capacité d'action sur les post-doctorats. Donc, si vous demandez un post-doc, très bien. Enfin, c'est pas quelque chose sur quoi on peut agir, nous. C'est quelque chose qu'on peut valoriser dans votre dossier si figure un post-doc. On a évoqué D'accord. tout à l'heure la situation de plus en plus de jeunes futurs collègues qui n'ont pas de poste tout de suite et qui sont parfois amenés à faire 1, 2, 3 post-docs avant de trouver un poste. Et sur la question de la neutralité des rapporteurs-rapportrices, je peux vous assurer que les rapporteurs et les rapportrices au CNU ne font pas entrer en considération la connaissance qu'ils pourraient avoir par ailleurs d'un candidat ou d'une candidate. Ils ont une approche tout à fait objective et bienveillante. Et on est là pour, a priori, recevoir des demandes et aller dans le sens de la qualification lorsqu'elle ne pose pas de problème. Donc, le fait que ce soit des rapporteurs, rapportrices qui ne soient pas de la même université et du même labo permet également d'avoir un certain nombre de garanties de ce côté-là. D'accord, je vous remercie. Mais j'ignorais que certaines questions ne concernaient pas en fait le CNU parce que je pensais qu'en fait tout ça devait forcément être signalé dans le CV qu'on donnait pour la qualification. Donc voilà, c'était simplement savoir comment valoriser ça. Voilà, donc écoutez, je vous remercie. De toute façon, nous, on reçoit les dossiers et a priori, le dossier est constitué d'éléments déclaratifs. Donc, on ne remet pas en question ce que vous nous dites dans le dossier. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a une dernière main levée qui est de Fair. Bonjour, excusez-moi, oui, c'est Ferret. Je suis Caroline Ferret. Je vais essayer de faire fonctionner ma caméra qui est tombée tout à l'heure. J'espère que vous allez me voir un petit peu. Oui, je pense que oui. Merci beaucoup pour ce webinaire tellement éclairant, rassurant, et avec toutes les questions qui sont posées. On s'y retrouve toujours un petit peu. Si vous permettez, je vais faire vite parce qu'il est tard. J'avais une question. Donc, moi, je suis en didactique de l'anglais, enfin, des langues, avec notamment sur les adultes professionnels qui apprennent l'anglais. Et donc, ma thèse porte sur un dispositif d'apprentissage de l'anglais, mais il se trouve que les 3 publications que j'ai en tant que co-autrice se trouvent dans des revues de sciences de l'éducation, mais portent tout de même effectivement sur l'apprentissage de l'anglais. Est-ce que ça vous semble pertinent que je les cite même si je suis en CNU, parce que je suis vraiment un cheval, la 11e section, parce que je suis vraiment un cheval sur les deux. Le fait que je sois co-autrice, même si je suis premier auteur, est-ce que c'est un problème ou pas? Et je voulais savoir si les posters doctoraux qui ont été présentés en colloque faisaient partie aussi du package que l'on pouvait souligner à ce moment-là. Et je n'ai pas participé directement à l'organisation d'un colloque, mais j'ai fait partie des modérateurs sur un colloque international. Est-ce qu'on considère aussi, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une responsabilité, mais en tout cas une participation active? Oui. C'était toutes mes questions. Voilà, merci beaucoup. Non, je vous en prie. Mon collègue complétera. Je commence peut-être. Les posters, oui, vous pouvez signaler le fait que vous avez réalisé des posters. C'est pas en plus dans les disciplines liées à la linguistique et à la didactique des langues, c'est une pratique courante, donc ça pose aucun problème. De même que un article en premier, second ou troisième autrice. De toute façon, c'est la pratique en linguistique et en didactique. Donc, s'il y a, et c'est généralement pas le cas parce que les collègues le savent, hein, mais s'il y avait un collègue qui n'était pas au courant de cette spécificité, je peux vous assurer qu'il y a toujours un ou deux membres du CNU, didacticien ou didacticienne, qui est là pour le rappeler. Donc, il n'y a absolument pas de problème de ce côté-là.
toute activité scientifique est à valoriser. Si vous avez été modératrice dans un atelier, si vous avez participé à une table ronde, c'est des choses qu'il faut indiquer. En tant que doctorante, vous n'avez pas forcément accès aux conférences plénières, on va dire, pour prendre un exemple un peu extrême, mais vous pouvez être amenée à modérer un atelier, un séminaire, à être discutante même dans un séminaire. Il faut absolument le signaler, oui. Et après, sur la question de la didactique des langues, de la petite disparité que vous indiquez entre votre travail de thèse et les articles publiés, là, moi, je ne suis pas didacticienne des langues, donc ça m'est difficile de vous répondre, mais je peux vous assurer que dans la section 11 du CNU, on a des collègues qui sont en didactique des langues et qui sauront parfaitement discriminer et dire peut-être, la thèse relève clairement de la didactique des langues en 11e section, les articles peut-être moins, mais la thèse suffit à qualifier. Mais là, je ne peux pas vous dire, parce que une fois de plus, les rapporteurs, les rapportrices sont choisis justement parce qu'ils sont spécialistes de votre champ. Donc, c'est elles et eux qui pourront dire ce qu'il en est. J'aurais pu compléter si besoin. Non, c'était tout à fait ça. Non, rien de plus. Oui. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément s'interdire des choses sur lesquelles on a un doute si jamais ça porte bien sur l'apprentissage de l'anglais. Les membres du CNU seront à même de juger si c'était pertinent ou pas au cas de la qualification. Oui. Enfin, là, oui. Enfin, vous êtes, a priori, les unes et les autres, les mieux placés dans un premier temps pour savoir si ça ressort du champ de la 11e section. Et effectivement, il est large, il est pluriel, et on est effectivement extrêmement attentif et attentive à la capacité des membres de la section de lire avec une vraie expertise vos dossiers. Si je peux me permettre, même si effectivement vos dossiers vont être lus par des spécialistes, il ne faut pas forcément toujours prendre pour argent comptant que tout le monde connaît la totalité des acronymes de votre champ disciplinaire ou sous-champ disciplinaire. Donc, on a affaire certaines fois à des CV qui ne sont pas jargonnants au mauvais sens du terme, mais qui prennent pour argent comptant effectivement que le projet PRC2 de l'axe 3 du projet Erasmus CZ24, vous en avez été porteur. Voilà. Et alors bon, on passe du temps souvent, enfin moi je sais comme rapporteur, du coup je fais les recherches, parce que si on veut mentionner quelque chose, il faut quand même qu'on soit capable de dire à nos collègues ce que c'est. Mais c'est pas mal si vous nous mâchez quand même un peu le travail. Voilà. Donc n'hésitez pas, pour les acronymes, les supports, les titres de revue, même si effectivement, vraiment pour les qualifications, vous êtes lu par des spécialistes de vos champs disciplinaires, donc eux savent, mais typiquement en session, on leur demande aussi souvent de nous expliquer aux néophytes que nous sommes dans certains champs disciplinaires quelle est la valeur de cet support de publication. Voilà, est-ce que ça c'est vraiment une source intéressante? Donc il faut qu'il y ait le maximum de formation pour que vos rapporteurs et rapportrices puissent vraiment faire justice à votre dossier. Faciliter le travail des correcteurs. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses très éclairantes. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous avons fait le tour des questions. Voilà, merci à John Eric qui a répondu à beaucoup de questions aussi qui étaient dans le chat. Mais il me semble qu'on a un panorama assez complet. Donc, je pense pouvoir parler au nom de tout le monde lorsque je remercie chaudement Madame Machinal et Monsieur Richard pour vraiment pour ce webinaire qui va être très utile non seulement aux doctorants qui étaient présents, mais à tous ceux qui pourront le consulter dans les mois, voire les années à venir.